Bienvenue dans Panopticon Tube, le podcast qui démystifie l'économie des créateurs, ou si vous êtes fan d'anglicisme, la créateur économie. Dans ce tout premier épisode, où on va donc essuyer les plâtres, il y aura sans doute pas mal de petits loupés, il y aura deux parties. Une première partie consacrée à la méta YouTube, et plutôt, je vais appeler ça la méta de l'épisode, en l'occurrence le FOMO Inox Tag. Je vais développer tout ça. Et la deuxième partie parlera de la santé mentale des créateurs. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Inoxtag, parce que même si vous ne connaissiez pas l'existence de ce garçon il y a 2 semaines, je précise que j'enregistre le samedi 28 septembre, donc ça fait littéralement 2 semaines pile poil, en plus il est 14h15, donc dans 15 minutes, ça fera très exactement 2 semaines que Inoxtag a publié son documentaire Kaizen, puisque a priori c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il faut appeler ça un documentaire. Ça fait 2 semaines, le documentaire sur YouTube en est à 32 millions de vues, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas combien il a fait sur TF1, je ne sais pas s'il est encore sorti sur TF1, mais une sortie donc transmédia, puisqu'il y a eu une avant-première au Grand Rex. Et en l'occurrence, c'est, je pense, le plus gros événement, pas plus gros en sens de nombre de vues, etc., mais c'est l'événement le plus important de 2024 dans la création de contenu francophone, et je pense, très sincèrement, que ça restera l'événement le plus important, y compris en 2025, sauf si on a une dinguerie qui sort d'un seul coup, donc par exemple des révélations comme quoi Squeezie serait un agent du gouvernement russe et qu'en fait le GP Explorer c'était juste une manière de recruter des pilotes de chasse pour Poutine ou une dinguerie comme ça. Voilà. Ou si on a encore un truc un peu comme les révélations sur Norman il y a quelques années de ça, je sais plus en quelle année c'était, 2022 peut-être Norman. Donc, mais ça c'est du fait divers, enfin, malheureusement les révélations sur Norman, voilà, c'est du fait divers. Donc en termes d'économie des créateurs, en termes de ce que ça dit de la situation, de la création de contenu, comme manière de faire de l'argent et comme sphère médiatique, en fait, Kaizen de Inoxtag, c'est un truc super important. Je ne vais pas trop débattre du truc en lui-même, déjà parce que j'ai pas fini de le regarder. J'ai évidemment regardé des bouts quand il est sorti, que en fait tout le monde y a été de sa petite phrase, de sa petite analyse. Ça avait déjà commencé il y a 1 an, et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de dire ce que je pense exactement du documentaire que je n'ai de toute manière pas fini de regarder. Ce qui m'intéresse un peu, c'est pourquoi c'est important. Et pourquoi les gens pensent que c'est important, parce qu'en fait on va voir que c'est un peu une réalité qui s'engendre elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un a décidé que c'était important, et c'est devenu important de façon un peu performative. Faut savoir que, en fait, c'est effectivement la première fois qu'un youtubeur monte sur l'Everest, en tout cas un youtubeur français, mais 2 jours après, il y a un autre youtubeur américain qui l'a fait. Ce youtubeur s'appelle Ryan Mitchell, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout le même profil qu'Inoxtag, à part au niveau de l'âge, puisqu'il a 19 ans. Donc, de mémoire, si je dis pas de bêtises, Inox a 22 ans, à l'heure où j'enregistre. Donc, on est sur une tranche d'âge qui est assez similaire, mais c'est, j'ai envie de dire, quasiment leur seul point commun, si ce n'est que Ryan Mitchell avait commencé par faire du Minecraft. Je vais y revenir si je ne perds pas le fil, voilà, si c'est bien organisé dans mes notes. Quand Inoxtag a annoncé qu'il voulait faire l'Everest, évidemment, ça a fait grand bruit, tout simplement parce que Inoxtag, c'est un youtubeur qui est dans le top 20. Je n'ai pas vérifié son nombre d'abonnés actuellement, mais il était, me semble-t-il, dans le top 20. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il se serait lancé un autre challenge. Basiquement, on en aurait peut-être beaucoup moins parlé, s'il avait dit je vais refaire le parcours du Tour de France cycliste, mais avec un mois de décalage. Voilà, en septembre-octobre, j'irai faire les mêmes routes, etc. Les gens, il y aurait peut-être eu un entrefilet dans les médias mainstream et dans les médias pré-internet, mais évidemment, ça n'aurait pas été au-delà de ça. Le fait qu'ils choisissent l'Everest, ça a soulevé toutes les controverses sur notamment est-ce que c'est un caprice de riche, est-ce que c'est pas inciter à la pollution, parce que voilà, c'est un espèce de, comment dire, c'est un peu le périph' à l'heure de pointe, en fait, l'Everest, etc. Et c'est d'ailleurs des choses que Inox montre dans son documentaire. Je dis que j'ai pas fini de le regarder, que j'ai regardé des petits bouts, mais voilà, j'ai regardé notamment la dernière partie, avec vraiment l'ascension. Et je pense qu'on peut pas accuser Inoxtag de déformer la réalité, ou de rendre cette économie
de l'ascension de l'Everest, cette économie touristique, plus rose qu'elle ne l'est. En fait, voilà, moi je trouve, de ce que j'ai vu, je trouve que le documentaire est tout à fait correct au niveau du fond. Après, la forme, on aime ou on n'aime pas. Ça reste un format très télévisuel, hybride en fait entre le YouTube et la télé. C'est pas vraiment ce que j'appelle un format de cinéma pour moi, malgré les musiques à la Hans Zimmer, très très épiques et très très cinématographiques. Mais évidemment, le fait qu'il choisisse l'Everest, avec donc les polémiques que ça soulevait, etc., ça a fait parler de lui. La taille du youtubeur a parlé de lui. Je rappelle que j'ai vu aucun média francophone parler de Ryan Mitchell. En fait, la seule personne que j'ai vu parler de Ryan Mitchell, donc ce youtubeur qui a lui aussi fait l'ascension de l'Everest, et je crois que c'était 48 heures après, puisque vous le savez peut-être, à force de regarder des trucs qui parlent justement de ce business de l'Everest, en fait, il y a une fenêtre de tir assez limitée pour grimper sur l'Everest à cause des vents. Basiquement, il y a une période au printemps où il n'y a presque pas de vent, alors que tout le reste de l'année, ça souffle très très fort et ça rend l'ascension impossible. Donc, Ryan Mitchell a publié, je vous disais qu'il avait une approche très très différente de celle d'Inoxtag, il a déjà vlogué toute son ascension. Donc, au lieu de faire une seule grosse vidéo et de faire un silence radio, comme a choisi de le faire Inoxtag, ce qui était une très bonne technique, lui, Ryan Mitchell, a choisi de beaucoup vloguer. Donc, on a une succession jour par jour. Voilà, le jour 11, le jour 12, le jour 13 et 14, des vidéos qui font à peu près 15 minutes. Il y en a qui sont plus courtes, qui sont sous la barre des 10 minutes. Il y en a qui montent plus, qui sont sur la trentaine. Et il a fait une sorte de super vlog qui retrace l'intégralité des 42 jours d'ascension, de voyage en tout cas, qui dure, lui, ce blog, 4h54 minutes et 22 secondes, et qui a fait 2 millions de vues. Bref, j'ai pas vu de médias francophones parler de ça, parce que les médias francophones, que les youtubeurs commentent Inoxtag et ne voient que ça, c'est normal, et c'est un peu la méta dont je veux parler dans cette première partie du podcast. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ascension d'Inoxtag et le documentaire qu'il en a fait est devenu un événement parce que ça a été commenté partout en fait. Ça a été commenté, si vous faites la recherche sur internet, vous verrez qu'il y a des articles dans Le Figaro, des articles dans Libération, des articles sur Challenge, Le Parisien, Capital, enfin vraiment, c'est un truc qui a été abordé par des tas de médias qui d'habitude s'intéressent très peu à YouTube ou ne s'y intéressent que par le prisme des grosses polémiques judiciaires type Norman, ou des événements qui sont justement liés à ce que choisissent de faire les plus gros youtubeurs. Si vous cherchez un article sur le GP Explorer de Squeezie, peut-être qu'il y en a sur le Figaro. Mais c'est Squeezie, et donc il y a cette espèce de biais, non pas du survivant, mais de biais de la superstar. Évidemment, c'est le youtubeur numéro 1, enfin ça l'était avant que Thibaut InShape ne le dépasse. Dans le cœur de beaucoup de francophones, il reste le youtubeur numéro 1. Quand il décide de faire un truc particulier, ça va être commenté. S'il y a une polémique sur Squeezie, ça va être commenté. Mais les médias mainstream, en fait, ne comprennent pas YouTube et ne comprennent que très mal la creator economy, c'est-à-dire la création native d'Internet. Je me permets de boire un petit coup. Il n'y aura pas de coupe normalement dans ce podcast. Et donc c'est pour ça que je vous dis que selon moi, en fait, il y a un effet performatif en quelque sorte au sujet de la notoriété et de l'impact de cette entreprise d'Inoxtag, c'est que comme les gens se sont mis à en parler pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en fait, aujourd'hui, votre grand-mère a probablement entendu parler d'Inoxtag. Ça devient un événement parce que les gens jugent que c'est un événement. Ça n'enlève rien à la performance humaine. Voilà, moi, j'ai aucune critique à faire sur Inoxtag dans le cadre de l'Everest. Je trouve d'ailleurs que beaucoup d'alpinistes ont été... Enfin, certaines critiques... En fait, les deux critiques les plus agaçantes, c'est d'une part les écolos qui vous disent que ça pollue. Quand on sait l'impact écologique de YouTube, toutes les chaînes plus ou moins d'extrême gauche et plus ou moins militantes écologiques qui font une vidéo pour critiquer Inoxtag, ou qui font un tweet pour critiquer Inoxtag d'ailleurs, hein, quand on sait l'impact de YouTube, je rappelle qu'en 2016, les chiffres sont un peu vieux mais vous allez voir c'est important, en 2016, YouTube émettait autant de CO2 dans l'atmosphère qu'une ville comme Francfort ou Glasgow. Je dis que c'était 2016 et que c'était important, parce qu'à l'époque, YouTube n'avait que 1 milliard et quelques d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à 2,4 milliards. Il y a presque la moitié de la population mondiale, allez, un tiers de la population mondiale qui est sur YouTube, qui utilise YouTube. Donc ça doit être encore plus.
Voilà, ça doit être plus que Francfort. Hein. On est peut-être plus sur l'émission de CO2 de Berlin. Petite remarque cependant, c'est le problème aussi avec ces chiffres. Oui, vous l'avez remarqué ou vous êtes en train de le remarquer, il va y avoir quelques digressions dans ce podcast. C'est un peu ma marque de fabrique. Et c'est pour ça que j'ai un petit document qui me permet de rester groupé. Mais ça vous donne aussi un côté méta. Je ne l'ai pas précisé, mais mon métier implique beaucoup d'écrire des scripts pour YouTube et donc de faire des recherches. Et je vais essayer aussi de disperser un petit peu, de mettre des petites graines de comment travailler sur les recherches, comment contextualiser une information. Francfort, c'est une ville dont la population, d'après Wikipédia, se monte à 773 000 habitants. Ou à 2 300 000 habitants. Ou à 5 600 000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Wikipédia, en particulier sur les pages anglophones, je crois que sur les pages françaises, il n'y a que 2 chiffres, mais sur les pages anglophones, il y a City, donc ce qui correspondrait à l'intramuros, il y a Urban, ce qui correspondrait à la petite ceinture, et Métro, ce qui correspondrait à ce que nous, en France, on appelle la grande ceinture, en tout cas autour de Paris. Je ne sais pas si on dit la même chose pour Lyon, Marseille ou Bordeaux, ou Nantes ou Strasbourg. Mais du coup, certains parlent d'aire d'influence urbaine, enfin voilà. Mais il y a 3 chiffres différents. Du coup, quand on dit que YouTube pollue autant que Francfort, est-ce que c'est la ville de Francfort intramuros ? Est-ce que c'est l'aire urbaine de Francfort ou est-ce que c'est l'aire métropolitaine de Francfort ? Voilà, je ne sais pas. Mais même si c'est le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire 5 millions d'habitants, et qu'on dit « Oh là là, YouTube, ça polluait déjà à l'époque autant que 5 millions d'habitants », oui, mais sur YouTube, comme on vient de le dire, à l'époque, il y avait 1 milliard d'utilisateurs, des milliards de vidéos, des milliards d'heures de vidéos. Donc, bon, c'est le chiffre un petit peu qui sert de punchline, et moi-même, je viens de l'utiliser pour me moquer des écologistes qui critiquent l'histoire de l'Everest, mais qui font une vidéo YouTube pour faire cette critique, sans réfléchir à leur propre impact carbone. Mais en fait, c'est un peu le problème des punchlines et des formules toutes faites et des comparaisons. Ah, YouTube, ça pollue autant que Francfort. Oui, mais petit 1, Francfort, quelle population ? Et petit 2, est-ce qu'on peut comparer une plateforme de stockage et de streaming de vidéos numériques qui a plusieurs milliards d'utilisateurs avec une ville où les gens vivent toute l'année, où il y a des entreprises, où il y a du trafic routier, etc. Enfin, à quel moment est-ce que la comparaison fait sens d'un point de vue purement logique, en fait ? Bref, c'était la première catégorie de critiques qui visait Inoxtag, c'était les écologistes, et après il y avait les gens, je veux dire les montagnards, les gens du milieu de l'alpinisme. Et pourquoi je dis montagnards ? Parce qu'en fait, il y a eu des critiques extrêmement violentes. Il y a quand même un gars qui a dit, d'ailleurs c'est utilisé au début du documentaire d'Inoxtag, c'est une jolie revanche d'ailleurs de la part d'Inoxtag, je pense, de l'avoir mis, même si c'est aussi utilisé pour son storytelling. Mais quand même s'il répète qu'il a grandi, qu'il remercie les gens qui l'ont critiqué, moi je remercie pas le mec qui a dit au sujet d'Inoxtag, l'Everest, tu l'as violé. Le mec avait même pas encore fait l'ascension, hein. C'est juste quand il a annoncé qu'il allait grimper, t'as un mec qui, tiens, c'est étrange, j'étais voir sa page Wikipédia, est photographe de montagne et qui a lui-même monté l'Everest plusieurs fois, d'accord ? Qui dit d'Inoxtag, tu l'as violé. Donc, ok, le mec, lui, quand il monte sur l'Everest, ça va, mais quand c'est un jeune youtubeur, un jeune créateur de contenu, parce que Inox fait aussi du Twitch, etc., là, c'est du viol. Alors, il faudra m'expliquer un petit peu la logique. Et en fait, la logique, je vais vous l'expliquer. Elle vient de l'opposition entre le profane et le sacré. Alors, c'est un truc très utilisé en anthropologie. Mais en gros, pour faire simple, on peut faire un vrai parallèle entre le milieu de l'alpinisme et le milieu de la voile. Plus globalement, d'ailleurs, des gens qui naviguent en mer, hein, même si c'est sur des bateaux à moteur, même si c'est pour l'armée, même si c'est pour la marine commerciale. Mais la voile, je trouve c'est encore plus parlant parce qu'il y a cette idée que c'est du loisir potentiellement, mais c'est un loisir, comme l'alpinisme est un loisir en fait plus qu'une activité économique, contrairement à la navigation commerciale. Mais en fait, c'est un loisir qui implique une séparation entre les locaux et les touristes. Si vous vivez à Paris, vous ne pouvez pas faire d'alpinisme. Vous pouvez aller dans une salle d'escalade. Il y en a dans toutes les villes, hein, même des petites villes. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste, mais je pense par exemple à la ville de Caen, parce que j'y ai séjourné beaucoup ces dernières années. Une ville de 100 000 habitants, où il y a une salle d'escalade à côté de la gare, en fait, basiquement.
Et voilà, il y en a vraiment, il y en a dans des villes plus petites. Il y a les salles classiques payantes de loisirs et il y a aussi des clubs de sport. Dans des petites banlieues, vous avez potentiellement des salles d'escalade dans les gymnases municipaux. Euh, mais il y a une différence entre faire de l'escalade sur une paroi, aller éventuellement, je parle pour ceux qui vivent en Île-de-France, aller à Fontainebleau faire de l'escalade sur bloc, et faire des parois dans les Alpes, ou même dans les Pyrénées d'ailleurs. La différence, c'est que quand vous n'habitez pas dans les Alpes, votre paroi en milieu naturel, vous allez la faire uniquement pendant les vacances. Si vous habitez à Bordeaux, vous n'allez pas tous les week-ends aller à Briançon pour faire un petit peu d'escalade. Peut-être que vous irez dans les Pyrénées, ça fait quand même déjà beaucoup de routes. Mais voilà, et pour le bateau, c'est pareil. En fait, vous pouvez être un Parisien ou un Strasbourgeois qui a un bateau au bord de la mer parce qu'il a les moyens de le faire, mais vous n'irez utiliser ce bateau que pendant les grandes vacances ou pendant certains week-ends, voilà, si vous êtes quelqu'un qui a cette liberté-là de vous déplacer régulièrement, soit parce que vous êtes assez aisé pour avoir assez de congés, ou soit parce que vous faites partie des privilégiés qui, comme moi, peuvent travailler n'importe où. Ok. Donc en fait, il y a une dichotomie entre le mec qui est de passage, c'est pour ça que je parlais de touriste tout à l'heure, le mec qui est de passage, séjourne en Bretagne ou dans les Alpes et fait du nautisme ou de l'alpinisme, et le mec du cru, le mec qui est né dans le golfe du Morbihan, qui est né dans le Briançonnais, qui est né à côté du parc des Écrins, et qui lui peut y aller tous les dimanches. Quand vous habitez à Grenoble, tous les dimanches, vous pouvez faire de l'alpinisme. Et encore, si vous avez grandi à Grenoble, vous serez vu différemment des habitants des villages, bien sûr. Voilà, même chose en Bretagne, si vous habitez à Nantes ou à Rennes, vous ne serez pas vu comme quelqu'un du cru, comparé à quelqu'un qui vient d'un petit village du Morbihan ou du Finistère. Et je pense que ça explique en fait la violence des commentaires qu'a subi Inoxtag, c'est tout simplement de la xénophobie. Mais vraiment au sens le plus fondamental du terme, c'est-à-dire, il y a nous, les vrais gars qui font de l'alpinisme, parce qu'on est né là, ou parce qu'on n'était pas né là, mais à l'âge de 15 ans, on a tout plaqué pour aller vivre en montagne, s'installer là-bas, etc., et en faire notre vie, etc., notre bread and butter, notre pain quotidien. Et il y a les autres. Il y a les vilains parisiens. Il faut se rappeler que Inoxtag a grandi dans le 92. Donc il y a les vilains parisiens, les vilains citadins, qui ne sont pas des vrais. Ce ne sont pas des vrais marins, ou ce sont des marins d'eau douce. Ce ne sont pas des vrais alpinistes. Ce ne sont pas des vrais montagnards. Et ils viennent nous prendre notre truc. Voilà. C'est triste. Mais je voulais un petit peu épiloguer sur ces critiques-là. Toujours est-il que maintenant que le documentaire est sorti et que c'est quand même un raz-de-marée, parce que 32 millions de vues, c'est énorme. Alors il faut savoir que les vues, c'est pas 32 millions de visiteurs uniques. 32 millions de vues sur un documentaire de 2 heures et quelques, c'est des gens qui l'ont regardé en plusieurs fois, en partie. Ça ne veut pas dire que ça n'enlèvera nos mérites que c'est. Et à titre de comparaison, lorsque j'essaie de prendre un événement qui est un peu comparable, lorsque Squeezie a sorti une vidéo consacrée à faire le bilan du GP Explorer, donc son Grand Prix de Formule 3, si je ne dis pas de bêtises, qu'il avait streamé sur Twitch et qui a fait le record d'audience francophone de Twitch de toute l'histoire de la plateforme, en fait, la vidéo YouTube qui s'appelle « L'histoire du projet le plus fou de ma vie », qui est sortie chez Squeezie, qui a, je le rappelle, en ce moment à peu près 18 millions d'abonnés, la vidéo a fait 9 millions de vues. En un an. Donc, très clairement, c'est pas comparable avec les 32 millions de vues qui ont été faits par Inoxtag, qui a en plus, j'ai pas vérifié, je disais son nombre d'abonnés, de mémoire il était à 8, quelque chose comme ça. On va vérifier là tout de suite. 8,5 millions d'abonnés, voilà. Donc ça vous montre que c'est quand même vraiment un truc spectaculaire. Et la sortie Transmédia aussi rajoute à ça, parce que du coup, les gens ont encore plus l'impression que c'est un truc sérieux, etc., qui n'a jamais été fait. Pour rappel, les avant-premières au Grand Rex, il y a des chaînes beaucoup plus petites qui en ont fait. Je pense par exemple à la chaîne Hit the Road, qui est une chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un mélange d'urbex, donc exploration urbaine, et de parcours. Ils ont fait plusieurs documentaires, et il y en a au moins un, alors je crois que c'est celui où ils allaient du côté de Tchernobyl. Je ne veux pas dire d'inexactitude,
mais en gros, c'était quelque chose de cet ordre. Ils allaient dans un ancien pays soviétique. Je crois que c'était en lien avec la centrale de Tchernobyl. Et en gros, ils l'ont sorti au Grand Rex. La différence par rapport à Inoxtag, c'est que c'est moins grand public, que la chaîne, bien sûr, est beaucoup plus petite, et que c'est pas passé sur TF1. Mais ça reste... c'est une manière de dire qu'en fait, tout ce qui a l'air exceptionnel au sujet d'Inoxtag, on peut le déconstruire petit bout par petit bout. L'Everest, je vous ai parlé de Ryan Mitchell. L'avant-première au Grand Rex, je vous ai parlé d'Hit the Road. Mais c'est quand même très important parce que ça montre... Enfin, c'est l'aboutissement d'un long processus de MrBeastification des créateurs de contenu. Et je vais boire encore parce que j'ai la voix qui fatigue. Donc je parlais de la MrBeastification. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la recette MrBeast, parce que ça rallongerait beaucoup cet épisode, et j'ai une deuxième partie consacrée à la santé mentale des youtubeurs qui arrivent. D'ailleurs, je dis youtubeurs, mais en fait c'est créateurs en général. Je parle beaucoup de youtubeurs parce que moi c'est ma spécialité. Mais fondamentalement, la MrBeastification, il y a un élément dont je vais parler maintenant, en laissant toutes les autres subtilités de sa recette de côté pour une prochaine fois. Un élément important de la MrBeastification, c'est le défi. Certains parleraient de gamification, d'autres parleraient d'obsession de la performance, mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez n'importe quelle vidéo de MrBeast depuis qu'il a raffiné sa recette. Je ne parle pas de avant, quand il était seul dans sa chambre et qu'il testait un peu plein de trucs différents. Je parle vraiment quand il a trouvé sa recette, avec les distributions d'argent, avec les formats collectifs à plusieurs, où il a ses amis avec lui qui tournent, etc. Un élément récurrent et fondamental, c'est le défi, le challenge. Même quand c'est du caritatif, c'est un challenge. C'est-à-dire, on va fabriquer 500 maisons pour les donner à 500 personnes ou 500 familles sans abri. Oui, mais fabriquer 500 maisons, c'est un challenge. Comment est-ce qu'on va faire 500 maisons ? C'est pas juste j'ai offert une maison à quelqu'un, c'est j'ai fabriqué 500 maisons. Ça devient tout de suite une entreprise herculéenne, cyclopéenne, ou disons en tout cas titanesque. Et en fait, le youtubeur, je reviens à Inoxtag, qui se dit il y a un truc qui fait du bruit autour de moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vais bouger ma chaise, j'espère que ça sera mieux. Le youtubeur qui se dit je vais grimper l'Everest et ça va faire du contenu. Évidemment que c'est une forme de MrBeastification. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire si, par exemple, le mec s'était juste dit je vais faire un peu de montagne. Même pas le Mont Blanc, quoi, je veux dire. Genre, je vais aller me promener en montagne. Eh bien, ça donne un contenu très différent parce qu'il n'y a pas cette idée de est-ce qu'il va y arriver. Faire une balade en montagne, a priori, à moins que vous ayez vraiment des gros problèmes physiques, tout le monde peut le faire, surtout quelqu'un qui a l'âge d'Inoxtag. Donc il n'y a pas du tout le côté défi. Mais je le répète, c'est un aboutissement de la MrBeastification. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes vont avoir l'impression que c'est tout nouveau. Ça y est, les youtubeurs se mettent des défis. Mais en fait, aux États-Unis, ça fait des années qu'ils le font, notamment sous l'influence de MrBeast. Et ça prend parfois des formes très drôles. Quand le youtubeur Ryan Tran a fait sa série, la série du penny, on va appeler ça comme ça. En fait, c'est 1 centime de dollar, et je commence avec 1 centime de dollar, et je dois finir avec une maison. Et le concept, c'est qu'il va troquer à chaque fois ce qu'il possède. Donc d'abord, il va troquer le penny contre quelque chose d'autre. Évidemment, quelque chose qui a un peu plus de valeur. Il va retroquer ce deuxième item contre un troisième item qui a plus de valeur, et ainsi de suite. Et je crois que ça s'est fait en 3 ou 4 vidéos en tout, d'une vingtaine de minutes à chaque fois. Mais il finit par obtenir une maison pour la donner à quelqu'un. Et là, vous voyez tout de suite le côté philanthropique plus défi qui évoque MrBeast. Alors, il y a moins ce côté philanthropique chez Inoxtag, mais il y a ce côté, je vais faire un truc où on n'est pas sûr que je réussisse. Et ça crée un suspense. Et ça pose bien sûr la question de est-ce que tous les youtubeurs vont se mettre à faire des défis surhumains ? Et la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est non. En fait, il faut faire attention à ce biais de la superstar que j'évoquais un peu plus tôt. Le biais de la superstar, c'est de dire, souvent les gens qui veulent se lancer sur YouTube, ou les gens qui font déjà un peu de YouTube et qui ne sont pas hyper expérimentés, ne regardent que ce qui se fait au top niveau. Alors quand je dis le top niveau, c'est en termes de vues et d'abonnés, hein, évidemment. Ce n'est pas un jugement sur la qualité des vidéos, etc.
Surtout qu'on compare des choses qui sont parfois pas du tout comparables. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer une vidéo de Feldop, qui est face caméra, en intérieur la plupart du temps, même si j'ai l'impression qu'il essaie de plus en plus d'aller dehors, mais globalement une vidéo qui est à 95% tournée face caméra en intérieur et qui dure 1 heure, est-ce qu'on peut comparer ça avec une vidéo de Squeezie qui fait une murder party dans un manoir parisien avec 17 autres youtubeurs invités, etc. Enfin, on compare des choses qui ne sont parfois pas du tout comparables. Bon. Donc méfiez-vous. Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est ne tombez pas dans le truc de dire il faut forcément qu'on ait une leçon à tirer de l'événement Inoxtag, même si, je le répète, c'est un événement qui reste le plus important, parce que la performance, parce que les vues, parce que le budget, parce que des sponsors très très sérieux, c'est ça qui est intéressant. C'est que je trouve qu'au niveau des sponsors, des placements de produits sur YouTube, beaucoup de youtubeurs ont des sponsors, je ne vais pas dire des sponsors de mauvaise qualité, parce que peut-être un jour il y aura aussi des sponsors sur ce podcast, mais aujourd'hui c'est devenu ordinaire qu'un youtubeur il fasse un placement de produit pour un VPN. Je ne porte pas de jugement sur les marques VPN, j'en utilise certains, je ne vous dirai pas lesquels, pour ne pas faire de pub gratuitement, mais fondamentalement, il y a une image comme ça un peu de sponsor bas de gamme. Vous savez, c'est les youtubeurs, ils font des placements de produits pour ça et pour les boissons énergétiques, et puis c'est tout. Voilà. Alors que, par exemple, dans les sponsors de Inoxtag, là, sur l'Everest, il y a Nike. Mais moi, je ne vois pas d'autres chaînes YouTube faire des placements de produits pour Nike. Alors peut-être parce que je n'ai pas été voir du côté des chaînes fashion ou sportswear, américaines en particulier, mais, et vous allez me dire aussi, là c'est différent parce que c'est une sponsor, c'est pas une sponsor en fait, enfin c'est un sponsor, c'est du mécénat, c'est-à-dire que le logo Nike est affiché sur le générique, il est crédité dans la description, mais il n'y a pas un moment, à ma connaissance, je répète, j'ai pas vu les 2h27 du documentaire, il n'y a pas un moment où Inoxtag s'arrête pour dire ah ouais merci à Nike, enfin même s'il dit merci à Nike, c'est différent de dire merci et de dire regardez cette paire de chaussures, vous pouvez la commander chez vous avec mon lien, etc. On est en fait sur le sponsoring et je dirais même sur le mécénat classique des trucs sportifs. Je parlais de voile un peu plus tôt, les transatlantiques, le Vendée Globe, etc. Bah oui, sur les bateaux, il y a en général beaucoup des banques, je sais pas pourquoi, hein, les banques aiment bien sponsoriser les bateaux. Et vous avez le logo de la banque sur la coque. Là, c'est un peu pareil. Il y a le logo Nike sur la coque du documentaire d'Inoxtag. Mais moi, j'attends le jour où le joueur du grenier, au lieu de faire un placement de produit NordVPN, va vous parler de Nike. L'exemple est peut-être mal choisi. Encore que JDG a perdu énormément de poids en faisant du vélo d'intérieur, donc peut-être ça ferait sens que Nike lui fasse faire un placement de produit pour des baskets ou des chaussures de vélo, etc. Ou tout simplement un t-shirt technique par rapport à la transpiration. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre la porte à des sponsors un peu plus premium, des sponsors qui normalement traînent plutôt du côté de la télé ou des affichages classiques, les campagnes dans l'espace public, etc. Les affiches dans le métro, ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est intéressant pour cette raison-là, pour l'image de sérieux que ça va donner, etc. Mais là où je voulais en venir avec cette partie, donc j'ai fait beaucoup de digressions pour contextualiser, pour vous donner un petit peu mon opinion. Je pense que vous auriez peut-être été frustré si j'avais pas dit un petit peu tout ce que je pensais de l'événement autour d'Inoxtag. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'appelais donc la méta du FOMO. La méta du FOMO, en l'occurrence FOMO Inoxtag. Il y a vraiment un bruit quelque part autour de moi, et je pensais que c'était ma table qui bougeait, ou ma chaise, mais pas du tout. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je suis absolument navré, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Le FOMO, normalement, je n'ai pas besoin de le préciser, mais je vais quand même le faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour qui c'est la première fois. Donc il y a peut-être, parmi les gens qui écoutent ce podcast, quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il est confronté, que cette personne est confrontée au terme FOMO, donc acronyme de Fear of Missing Out, qu'on pourrait traduire par la peur de manquer une opportunité. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, ça vous fait peut-être penser aussi au syndrome de l'objet brillant. Donc Shining Object Syndrome, comme disent nos amis anglophones. C'est un peu la même chose, il y a des petites nuances, mais c'est la même idée, c'est que quand vous créez du contenu, vous êtes logiquement en train de surveiller les tendances, les idées, parce que la créativité, c'est dur. Récemment, je voyais un podcast où Micode a été invité, et à un moment, il disait « mais la créativité, c'est dur ». Et je confirme, la créativité, c'est dur. Vraiment. Trouver des idées, c'est dur. C'est plus dur que d'exécuter, en fait, souvent.
quand on cherche à faire des choses qui n'ont pas été faites 500 fois, quand on cherche à trouver les meilleurs formats pour accrocher, les meilleures tournures de phrases, etc. Ou les meilleures idées de miniatures. Je digresse pas trop, ça dépend beaucoup du type de vidéo que vous faites aussi. Voilà. Et donc, parce qu'un bon créateur de contenu doit faire de la veille, il va voir passer des opportunités, il va voir passer des tendances. Potentiellement, il y a, je dirais, 1 an, peut-être un peu moins, la grande tendance, c'était de parler de ego. Il y avait un peu la méta, ego, ce mec qui sort de nulle part, qui fait du storytelling vidéo et qui a des statistiques absolument indécentes. Eh bien, il faut qu'on parle de ego. Ok. En fait, en gros, le truc classique, c'est de parler d'événements qui font l'actualité. C'est un peu l'idée de base pour surveiller les opportunités. Mais c'est pas que ça. Il y a les actualités, mais il y a aussi ce nouveau format qui genre permet de soi-disant cheater l'algorithme. On a eu aussi en fait la méta des shorts. Plein de gens se sont mis à faire des shorts par pur FOMO. C'est-à-dire, ils ne se sont pas dit est-ce que ça fait sens pour mon audience, est-ce que ça fait sens par rapport à ce que je vends, par rapport aux personnes que je veux toucher. Non, ils se sont juste dit ça fait plein de vues. Si je fais pas des shorts, je vais être déclassé. Mes concurrents vont faire 10 fois plus de vues que moi. Et bien sûr, la suite de l'histoire a montré, alors je ne rentre pas dans le détail parce que j'en ai parlé dans un long article LinkedIn que je mettrai d'ailleurs en description du podcast si vous voulez aller lire cet article. Je rappelle que même si vous n'avez pas de compte LinkedIn, vous pouvez lire un contenu LinkedIn. Je mettrai donc ça en description, mais pour faire très court, on s'est aperçu que les vues des shorts n'étaient pas qualifiées. C'est pour ça que quand je fais mes recherches aujourd'hui, je vérifie, quand je regarde le nombre d'abonnés d'une chaîne, je vérifie si elle a fait des shorts ou pas. Parce que ça change complètement la manière dont je compare les choses, et vous allez le voir tout à l'heure, puisque je vais parler de chaînes qui ont voulu utiliser la méta inox tag. Et en fait, pour évaluer la performance de leurs vidéos, on peut pas se fier à leur nombre d'abonnés, sauf si c'est une chaîne qui ne fait pas de short. Là, ça marche. Voilà. Donc, les méta passagères, soit sur des actus, soit sur des formats, soit sur des changements de l'algo, etc., s'enchaînent. Et bien sûr, vous êtes de l'autre côté le créateur qui fait sa veille, qui surveille pour pas être dépassé ou pour vous développer plus. Parce qu'évidemment, la problématique va pas être la même selon que vous êtes un créateur établi qui surveille l'évolution, qui essaie d'anticiper finalement, ou que vous êtes un créateur débutant qui essaye de développer sa chaîne et d'aller plus vite et d'accélérer sa croissance, de faire du growth hacking, en fait, tout simplement. Et voilà. Mais à la fin, ça aboutit quand même au même processus qui est ce FOMO. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi-même, j'ai été confronté il y a 2 semaines, et je vais juste me tourner 2 minutes, je me demande si... Je me demande d'où vient ce bruit, c'est extrêmement frustrant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas d'où vient ce bruit. Tant pis, c'est le premier épisode, on essuie les plâtres, mais c'est un petit peu agaçant. Donc, je vous disais, j'ai été confronté à la FOMO inox tag il y a 2 semaines. Un petit peu plus qu'il y a 2 semaines, du coup, parce que je savais que le documentaire allait bientôt sortir, mais je m'en souciais pas trop. Je m'en souciais pas trop, notamment parce que moi, en ce moment, je ne crée pas de contenu vidéo sur YouTube pour moi, je crée du contenu que pour mes clients. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de me présenter un petit peu parce que je n'ai pas finalement donné plus de contexte que ça. J'ai commencé à créer des vidéos YouTube en 2013 et pourtant, je n'ai commencé à vivre de la création de contenu que en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je bois encore un petit peu d'eau. Ce qui s'est passé en 2020, c'est tout simplement que j'ai commencé à travailler pour des créateurs de contenu. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans, quasiment jour pour jour, à 2 semaines près, ça fait 4 ans que je vis de YouTube, et par extension de la création de contenu, mais c'est en fait, contrairement à beaucoup de gens qui vont vous dire hey, « moi je vis de YouTube parce que regardez, ma chaîne elle fait 200 000 vues à chaque semaine, etc. » Moi, je vis de YouTube parce que je travaille pour les autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, parce qu'il y a énormément de bullshit sur les coulisses de la création de contenu, et j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, surtout que moi ça fait 11 ans que je fais du contenu, et surtout, comme je le disais, ça fait 4 ans que j'en vis, et en fait je vois des gens qui ont fait 3 mois de création de contenu, et qui se mettent à donner des leçons aux autres, etc. Donc ça me fatigue toujours un petit peu
Comme souvent, en fait, c'est les plus décomplexés, les plus désinhibés qui vont tout de suite aller donner leur avis, vendre des formations. J'ai rien contre, dans l'absolu, le fait de vendre des formations. Hein. C'est pas une condamnation générale de ce système, mais il y a malheureusement 80% des infopreneurs en France sont des mythos ou des escrocs. Voilà. Je ne vais pas donner des noms dans cette vidéo, mais malheureusement, j'ai vu des choses assez marrantes. Par exemple, je vous donne un cas précis, puisque moi je suis freelance. Je connais 2 personnes, je connais plus, mais je vais comparer 2 personnes qui vendent une formation pour les freelances, une formation qui répond à peu près aux mêmes besoins, qui est trouver des clients, garder des clients, avoir des bons rapports avec eux, etc. Une des personnes qui vend ce type de formation a été freelance moins de 6 mois, et franchement, connaissant très bien la personne, je doute qu'il ait été un bon freelance. Je ne vais pas épiloguer, mais voilà, je pense que le mec faisait un peu de la merde. Je connais une autre personne qui est freelance depuis, je dirais, 4 ou 5 ans et qui a attendu basiquement 4 années de freelancing pour lancer sa formation et qui d'ailleurs continue à faire du freelancing en parallèle. À votre avis, est-ce que les formations faites par ces 2 personnes se valent ? Je pense que la réponse coule de source. Voilà, donc, c'était la petite digression, je me présente et j'explique pourquoi j'ai voulu faire ce podcast. Parce que moi-même, j'ai été confronté à ce FOMO en tant que créateur il y a 2 semaines. Pourquoi ? Comme je le disais, je savais que la vidéo d'Inoxtag allait sortir, mais j'avais pas de clients pour qui ça aurait fait sens que je travaille sur le sujet. D'accord ? Donc, je m'en suis pas soucié plus que ça. Et moi-même, sur mon temps libre, je suis assez occupé, parce que j'ai aussi un podcast qui parle de littérature, enfin voilà, j'ai une vie bien remplie. Et c'est ce qui fait que ma chaîne YouTube originelle, que je considère aujourd'hui presque comme ma chaîne secondaire, alors que je n'ai pas de chaîne principale, mais dans mon esprit, c'est un peu comme une chaîne secondaire, une chaîne fourre-tout où il y a des formats différents, etc., qui est plus un témoignage des différentes choses que j'ai fait en 11 ans de YouTube. Ma chaîne YouTube est à l'abandon. Donc, je n'avais pas trop l'occasion de me dire on va surfer sur l'événement Inoxtag. Je savais que c'était un bon sujet, mais pas un bon sujet pour tout le monde. Parce que je le répète, c'est un peu comme les shorts, il faut vous réfléchir à qui il faut vous réfléchir. Grosse problème de Becherel. Il faut réfléchir à qui s'adresse votre contenu. Est-ce que toutes les méta, est-ce que tous les trucs à la mode sont adaptés à l'audience que vous visez ou au format que vous faites ? Et donc je ne comptais pas traiter du sujet. Et puis, la veille de la sortie de Kaizen d'Inoxtag, je vois que Nota Bene a sorti une vidéo pour surfer sur la vague et donc faire du gros hacking. Une vidéo qui est Est-ce que c'est un caprice de riche ? Une accroche d'ailleurs qu'on va retrouver aussi chez une autre chaîne qui a sorti sa vidéo un petit peu plus tard, qui est la chaîne de Nash Bifit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un coach en muscu qui fait des commentaires plutôt très intéressants d'ailleurs en général sur l'économie des créateurs, alors avec un gros prisme quand même sur les sportifs, le physique, le dopage, les polémiques, les gens qui se font aggro sur Insta, TikTok ou Twitter. Mais j'aime beaucoup sa vibe, il a une très bonne vibe, et en fait il fait des analyses qui sont pas très prétentieuses. Alors, on n'est pas sur du vidéo essai de 30 minutes qui sort des références ultra pointues, mais il a une vraie finesse, et c'est assez feel good en plus. Il a une bonne mentalité. J'aime beaucoup en tout cas ce que fait Nash Bifit. Pareil, donc sur la miniature, on a ce texte, un caprice de riche, qui est basiquement l'accroche aussi de Nota Bene. Et donc, je m'arrête quand même pour regarder la vidéo de Nota Bene. Je la regarde pas en entier parce que je m'aperçois en fait que le mec a un peu essayé de douiller son audience avec une accroche qui flirte, je dirais, avec le mauvais clickbait, parce que le titre c'est Inoxtag et l'Everest, un rêve de riche. Sur la miniature, on a bien sûr Inoxtag qui fait une pose de métal ou de surfeur, j'arrive pas à voir c'est quoi les doigts. On a écrit Caprice, point d'interrogation en gros. Mais le problème, c'est qu'en fait, je m'aperçois que au-delà des 30 premières secondes ou de la première minute de la vidéo où Nota Bene parle d'Inoxtag, en fait, c'est juste un prétexte pour faire l'histoire de l'ascension de l'Everest, expliquer pourquoi du coup c'est maintenant réservé entre guillemets à des riches. Alors bien sûr, c'est une chaîne historique, on va pas blâmer Nota Bene de parler d'histoire, mais je trouve que l'accroche était un peu du mauvais clickbait. Parce que moi, je veux qu'on parle d'Inoxtag en fait. Voilà. J'ai cliqué sur un truc où il y a Inoxtag. Si tu me le montres pendant les 30 premières secondes et qu'après je le vois plus, c'est un problème en fait.
Mais pourtant, la vidéo a très bien performé. Mais ça, je peux le dire après coup. C'est-à-dire que maintenant que ça fait 2 semaines qu'elle est sortie, on voit qu'elle a fait 557 000 vues, ce qui peut paraître assez peu, mais qui, pour Nota Bene, est une très bonne performance, parce que oui, il a plus de 2 millions d'abonnés, mais déjà, il fait des shorts. Je vous ai dit qu'on allait encore et toujours parler de ce problème de faux nombre d'abonnés. C'est pas que c'est des faux abonnés, il les a pas achetés au Pakistan, mais c'est des abonnés qui ne sont pas qualifiés par rapport aux abonnés des vidéos longues. Et d'ailleurs, mon rêve, ce serait que YouTube nous lâche un petit plugin ou une petite fonctionnalité qui permet de voir combien d'abonnés viennent des formats longs et combien d'abonnés viennent des shorts. Franchement, si quelqu'un YouTube pouvait nous pondre cette feature, ça serait vraiment extraordinaire pour quand on fait de la veille, pour les professionnels de YouTube qui travaillent derrière, qu'on puisse analyser les choses de façon plus efficace. Bref, c'est une très bonne performance de faire 500 000 vues, parce que si on regarde la vidéo d'avant, c'est 155 000, 145 000, 196 000. Mais vous savez quoi ? Ça, je peux le dire 2 semaines après, mais quand j'ai vu la vidéo de Nota Bene, je me suis dit, ça va flop. Je me suis dit, ça va flop parce que le watch time va pas être bon. Parce que oui, il va avoir un bon CTR, les gens vont cliquer parce que ça parle d'Inoxtag, c'est pile poil dans l'actualité et que la sortie en plus 24 heures avant, c'était vraiment un très très bon timing, mais ça va pas marcher. L'histoire m'a donné tort. Voilà, je trouve c'est important de mentionner aussi quand on se trompe. Là où je voulais en venir, c'est que quand j'ai vu que Nota Bene avait sorti ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié, entre guillemets, mais c'est vrai que le documentaire d'Inoxtag sort demain. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer ? Puisque les dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, elles parlaient aussi de créateurs, puisque je parlais de FeldUp, puisque je faisais le bilan d'une chaîne crypto à 4 millions de vues avec des shorts, etc. Donc je me dis, voilà, là, finalement, il y a un truc à faire. J'avais aussi fait une vidéo sur Thibaut InShape, qui avait bien marché, toute proportion gardée pour ma chaîne. Et donc là, je me dis, oui, c'est... Fondamentalement, il y a une opportunité à prendre. On est vendredi soir, je me couche, je me lève samedi matin et je me dis, mais en fait, il faut que je parle d'Inoxtag. Parce que là, potentiellement, c'est vraiment des... Comment dire ? C'est des milliers de vues, en fait. Et ce qui me freine à ce moment-là, c'est que, en fait, moi, désormais, j'essaie de faire de la vidéo scriptée sur ma chaîne. Parce que, en bon cordonnier mal chaussé, alors que ça fait 4 ans que j'écris des scripts pour des youtubeurs, en fait, moi, pendant longtemps, sur ma chaîne, j'ai publié plus de 200 vidéos, et sur les 200, il n'y en a qu'une dizaine qui sont scriptées. Parce que flemme, parce que réaction à chaud, parce que FOMO, et tentative de surfer plus ou moins rapidement sur des polémiques, etc. à l'époque où je sortais régulièrement du contenu sur la chaîne. Et là, je suis confronté à un problème, c'est que j'ai passé la semaine déjà à bosser sur un script. Et j'ai pas forcément envie de faire ça le samedi matin, surtout que je me dis, il faut que j'aille très vite, parce que tout le monde va en parler, donc il faut que j'écrive un script très rapidement, mais si je l'écris trop rapidement, il va pas forcément être bon, parce que si c'est pour juste dire n'importe quoi, la différenciation que ça apporte est très limitée. Et puis, il y a un autre truc qui me freine, et je vais vous le dire en toute franchise, c'est de me dire, ouais, mais en fait, une grande partie des viewers, ça va être des gens qui sont fans d'Inoxtag. C'est peut-être que 50%, mais si je fais 10 000 vues avec une vidéo qui parle d'Inoxtag, il y aura le fond de roulement de mes abonnés, il y aura le hasard de l'algo et les gens qui s'intéressent subitement au sujet parce qu'on leur a parlé de l'Everest, parce qu'ils ont vu d'autres chaînes YouTube surfer sur la question. Mais fondamentalement, il y a une possibilité pour que la moitié des gens soient en fait des gens qui viennent directement parce qu'ils suivent le contenu d'Inoxtag et qu'ils ont envie de voir une tierce personne en parler. C'est sur ce point que fonctionne le reach, le principe de reach en général. C'est-à-dire que l'idée, quand vous parlez d'un sujet XY mais qui est à la mode, ou quand vous parlez d'un youtubeur qui a plus d'abonnés que vous, c'est d'aller récupérer une partie de son audience. C'est le principe. Problème, je ne sais vraiment pas d'où vient ce bruit, c'est...
C'est fou. Problème, moi, j'ai pas envie en fait de récupérer cette audience sur ma chaîne. C'est pas, je veux pas être méchant envers les fans d'Inoxtag, mais il a 22 ans, il a fait du contenu gaming en live, type voilà Minecraft, Fortnite. C'est pas que j'ai un problème avec le gaming en général, c'est ce type de gaming là. Fondamentalement, bah moi, c'est pas un public que j'ai envie d'attirer sur ma chaîne en fait. Parce que ma chaîne, je suis en train de la pivoter justement sur le fait d'analyser le business de YouTube en fait. Ou la créateur économie plus globalement. Et donc là, je me suis aperçu que j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo qui plus est bâclée sur Inoxtag, et que donc je n'allais pas la faire. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a plongé dans une sorte de marasme pendant une partie de la journée. En fait, je culpabilisais. Vous allez voir qu'on va directement avoir un lien avec la partie santé mentale. On est déjà en train de faire la transition, en fait. Donc, j'ai énormément culpabilisé. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est important de surveiller ce FOMO et de rester groupé. En fait, les opportunités qui se présentent à vous, des fois, ça vaut la peine de s'arrêter. Vous étiez en train de bosser sur un script, vous mettez tout en pause pour traiter du nouveau sujet à la mode, du truc qui est ultra tendance, de la grosse polémique qui vient d'éclater, etc. Ça vaut parfois le coup de le faire. Ça vaut presque toujours le coup de le faire en termes d'afflux de vues et de nouveaux abonnés. Par contre, ça ne vaut pas forcément la peine de le faire en termes de vision, de votre plan à long terme. En fait, on pourrait prendre la métaphore du slalom. Quand vous quand vous descendez une piste de ski, et qu'il y a donc vous savez, les petits drapeaux, les portes à franchir, etc., vous allez être amené à slalomer entre des obstacles, vous allez être amené à viser des portes qui sont un peu des événements obligatoires. Donc, à court terme, votre trajectoire, elle va être vraiment très chaotique. Vous allez aller à gauche, à droite, etc., puis revenir à gauche, puis repartir à droite, etc. Vous allez slalomer, c'est le cas de le dire. Mais le but, c'est comme d'arriver à un point précis en bas. Et en fait, j'ai pas de recette magique à vous donner pour gérer le FOMO. Je pense qu'il y a une question de parcours personnel, une question de niveau d'expérience, une question de quelles sont vos contraintes financières, etc. Il y a plein de facteurs différents qui jouent pour un créateur à l'instant T dans la manière de prendre cette décision. Mais je pense, néanmoins, que ça n'en vaut pas toujours la peine, même quand les stats sont bonnes. Je prends le cas de NashBFit, dont je parlais. NashBFit, sa vidéo sur Kaizen, qui est sortie il y a 13 jours au moment où j'enregistre, donc en gros il l'a sorti le lendemain du documentaire de Inoxtag, elle a plutôt bien marché, voire très bien marché pour sa chaîne, puisque si on regarde les vidéos récentes, si je prends les 12 dernières vidéos, c'est pas la plus vue, mais c'est la deuxième plus vue, et la seule qui l'a dépassée, donc je précise, la vidéo de NashB a fait 379 000 vues, et la seule autre vidéo qui l'a dépassée, c'est une vidéo qui parlait de cette fameuse boxeuse intersexe, je crois, si je dis pas de bêtises, Iman Khelif, donc en plein pendant la polémique consacrée à sa prestation et sa présence au JO 2024. Et là, la vidéo a fait 572 000 vues. Voilà. Mais si je mets de côté ces deux vidéos-là, on a un mélange un peu hétéroclite de vidéos qui tournent autour des 160 000, 180 000, et des vidéos qui tapent les 200, les 300. Donc, c'est du moyen plus sur ce petit échantillon. Évidemment, ça serait mieux de regarder autre chose que les 12 dernières, d'aller sur les 50 dernières. Mais en fait, le truc, c'est que plus on monte, plus on voit que c'est... Voilà, en gros, sa baseline, c'est de faire au moins 130 000, 120 000, de passer les 100 000. Et en fait, ça arrive plus qu'on ne pourrait y penser. Et voilà, il y a des petits pics. Il y a 7 mois, il a fait une vidéo qui a fait 700 000 vues. 767 000 pour être précis. Donc, oui, du côté de NashB, c'est plutôt une réussite. Si on compare ça avec d'autres chaînes, donc je vous disais Nota Bene, alors là, c'est vraiment, il a réussi son coup. Parce que là encore, si on prend les 12 dernières, là, c'est carrément la plus vue
des 12 dernières, et j'ai envie de dire de loin, puisqu'après on a une vidéo donc à 500 000, on a une vidéo à 400 000, une vidéo à 300 000, et les autres tournent autour des 100 000, 200 000, etc. Donc on est vraiment là dans du tiers supérieur. Si je regarde un mec que je ne connaissais pas avant de préparer ce podcast, qui s'appelle Vincent Issartel, qui, si je me fie aux apparences, a l'air d'être un coach sportif, qui n'a que 15 000 abonnés. Et encore, il fait des shorts. Donc, j'ai pas regardé le détail de combien avait fait ses shorts les plus vus, etc. Mais bon, hein, on va dire que sur les 15 000, il n'y en a pas autant pour les vidéos longues. Eh bien, il fait quand même 34 000 vues avec sa vidéo sur Inoxtag. Donc, c'est ce qu'on appelle un outreach. Hein. Il a 15 000 abonnés, il fait 34 000 vues, donc c'est très bien. C'est pas du tout la plus vue, mais parce qu'il a des podcasts qui tournent autour des 70 000 vues. Mais ça reste quand même très très honorable. Et d'ailleurs, c'est la seule vidéo qui ne soit pas un podcast à se trouver dans son top 10. Sachant que les podcasts, parfois, les podcasts avec invités, ce qui est un peu devenu la forme classique pour le grand public, les podcasts avec invités performent plus ou moins bien en fonction de qui est invité et de la notoriété, et donc de comment vous allez gros faquer, entre guillemets, en récupérant les fans ou les abonnés de la personne que vous invitez. Je suis vraiment désolé pour les petits bruits, je ne sais pas si vous les entendez, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui... J'arrive pas à savoir d'où ça vient, ça m'agace prodigieusement, surtout que je ne touche à rien, je ne bouge pas, voilà. Je suis désolé, je vais explorer ça, mais j'espère que ça ne perturbera pas trop la prise de son. Je disais que c'est le premier épisode, on essuie les plâtres, mais bon, d'habitude je tourne aussi sur cette table, etc., et j'ai pas du tout ce bruit, donc je ne sais pas ce qui se passe, et je trouve ça complètement fou en fait. Passons. Autre exemple, je parcours un petit peu les gens comme ça qui ont surfé sur la méta Inoxtag pour essayer de réfléchir avec cette idée de FOMO. Le Monde qui a fait 1,5 million. Donc pareil, la vidéo est sortie genre le lendemain du documentaire. Une vidéo qui est assez astucieuse dans son accroche d'ailleurs. Ce qu'Inoxtag n'a pas pu voir, bon en fait c'est un peu là encore, c'est un peu clickbait, mauvais clickbait parce que la seule chose, je vous spoil la vidéo, hein, ça fait que 9 minutes de toute manière. Ce qu'il n'a pas pu voir, c'est la solitude. C'est l'Everest tel qu'il était avant que ça devienne une usine à touristes. Bon, moi je m'attendais à un truc politique. Je m'attendais à oui, il est monté par une phase qui fait qu'on voit pas la partie chinoise ou tibétaine, machin, nan. De la part du monde, je me serais attendu à quelque chose comme ça. Mais non. Alors 1,5 million, c'est très spectaculaire. Le Monde a 1,8 million d'abonnés, donc on n'est pas sur du outreach. Attention, Le Monde utilise des shorts, donc là encore, nombre d'abonnés un petit peu à prendre avec d'énormes pincettes. Mais si on prend les 12 vidéos les plus vues, on est au moins au-dessus des 2 millions. Et si on prend les vidéos les plus récentes, là par contre, on voit que effectivement Inoxtag c'était un très bon move parce que les vidéos les plus récentes, ça aussi entre une 50 000 vues, voilà, 51 000 pour être précis, donc c'est vraiment pas ouf. Il y a encore plus bas, il y a 22 000 vues et ça monte jusqu'à 330 000 vues. 500 000, il y a une petite vidéo à 500 000. Donc, alors c'est Le Monde, donc comme toutes les chaînes d'actu, c'est évidemment lié à... Déjà, les vidéos font pas toutes la même taille. Il y a des vidéos qui font 1 minute, des vidéos qui en font, qui en font 9, comme celle d'Inox. Donc c'est très difficile de comparer des vidéos qui ont des durées aussi variables, mais quand même, c'est clairement la plus vue des... on va dire depuis plusieurs mois. Donc c'était un très bon move. Donc on pourrait se dire, et c'est là où je voulais en venir en fait, je ne vais pas tous vous les faire, on pourrait se dire, bah ouais, c'est vraiment un super bon move de surfer sur Inoxtag, etc., de faire un truc, parce que fondamentalement, voilà, ça rapporte des vues. Oui, mais quelle est la qualité des vues que ça vous rapporte, et surtout, est-ce que vous n'êtes pas occupé sur autre chose ? Je vous donne un autre exemple, qui n'est pas lié à Inoxtag justement. Je vous donne un exemple de... Enfin, si, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui est lié à Inoxtag et qui n'a pas marché. La chaîne Adam Bros. Alors, je suppose qu'il faut dire Adam Bros parce que c'est un jeu de mots sur brosse à dents. Voilà. J'ai 44 ans et je viens de découvrir ce magnifique jeu de mots. Mais en gros, la dernière vidéo que Adam Bros. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais contextualiser la chaîne. C'est une chaîne de commentaires.
On pourrait dire commentaire sur la créateur économie, lui il emploie le terme de culture internet et de pop culture. Et effectivement, il parle aussi carrément de séries, parfois, voilà, des séries Netflix, des séries Marvel, etc. Donc c'est plus large que la créateur économie. En l'occurrence, notre ami Inoxtag, notre ami Adam Bross, la vidéo qu'il a fait sur Inoxtag, qui est la dernière qui vient de sortir, donc pareil, 12 jours, donc c'est sorti le lundi, c'est sorti 48 heures après le documentaire d'Inoxtag, elle n'a fait que 79 000 vues, ce qui est doublement un problème parce que petit 1, Adam Bross a 200 000 abonnés sans faire des shorts, donc là on sait que c'est des vrais abonnés pur jus, c'est une stat que vous pouvez prendre telle quelle. 200 000 abonnés pur jus, 79 000 vues, donc c'est pas du tout un outreach. Voilà, ça fait un tiers de ses viewers, un peu plus parce que 79, on est presque à 80 000, mais ça fait un gros tiers de ses viewers qui a cliqué. Alors quand je dis viewer, je dis pas abonné. Donc, en fait, votre vidéo, vous le voyez normalement dans vos analytics. Hein, il y a les returning viewers et il y a les new viewers. Normalement, une chaîne qui se développe, elle a plus de new viewers que de returning viewers. Mais bon, toujours est-il que c'est, même s'il n'y a pas que des gens qui étaient abonnés à sa chaîne qui ont vu la vidéo, ça représente un tiers de ses abonnés. Hein, c'est le ratio qu'il faut garder à l'esprit. Et bien en fait, juste avant, il avait fait une vidéo sur l'erreur de Kev Adams. Alors je ne sais pas du tout quelle était l'actualité sur Kev Adams, mais là, il a fait 323 000 vues. Donc, les vues ont été divisées par, je ne vais pas dire de bêtises, parce que on va dire 5 à peu près, pour faire par 4 et quelques. Ouais. Alors, ces vues à Adam Bross sont quand même très très aléatoires, puisqu'avant on a une vidéo à 66 000, une autre qui descend carrément à 20 000 vues, 43 000, 177 000 vues quand il parle de Cyril Hanouna, on redescend à 84 000, 59 000, 47 000 vues, on remonte à 172, on redescend à 63, donc voilà, et là je vous parle juste que des 12 dernières. Hein, il a fait une vidéo, la 12e quand on monte dans le temps, c'est la télévision a détruit YouTube, 52 000 vues. Donc quand on est aussi entre 52 000 et 300 000, bon, voilà, on est sur une chaîne qui a peut-être un petit problème de stratégie au niveau du choix des sujets, au niveau des titres aussi. Voilà, mais clairement, au-delà de ces problèmes de dispersion des vues, en fait, clairement, miser sur la méta Inoxtag, ça n'a pas marché pour Adam Bross, qui n'a fait que 80 000 vues en 2 jours. Voilà, c'est un exemple de choses qui ne marchent pas. Et c'est juste pour vous dire, voilà, le FOMO, on le ressent tous. C'est pas toujours une bonne idée de l'écouter. Je vais pas vous dire que c'est jamais une bonne idée de l'écouter, ou que c'est rarement une bonne idée de l'écouter. Enfin, si je pourrais vous dire que c'est rarement une bonne idée parce que la peur est mauvaise conseillère. Globalement, dans la vie, la peur est mauvaise conseillère. Par contre, ça veut pas dire qu'il ne faut pas être lucide et qu'il ne faut pas essayer d'anticiper les choses, être vigilant, faire sa veille. Mais le problème, c'est de se dire, j'arrête tout là maintenant parce que je dois faire une vidéo sur Inoxtag adaptée à ma chaîne. Évidemment, si vous êtes coach sportif, vous allez parler de sa préparation. Si vous êtes un écologiste, vous allez critiquer l'Everest. Si vous êtes peut-être un vidéaste, quelqu'un qui a une chaîne sur les caméras, etc., vous allez parler de la manière dont c'est filmé. Il faut bien sûr prendre ce sujet qui est trendy et le réadapter à votre niche, mais même en faisant ça, c'est pas toujours pertinent. On aurait pu penser qu'une chaîne comme Adam Bross qui parle de culture internet et de pop culture aurait fait un meilleur score, surtout quand on voit qu'il a fait une vidéo sur Kev Adams qui a marché avant et que c'est un public qui, à mon avis, recoupe pas mal le public d'Inoxtag et le public de Kev Adams se recoupent en partie. Voilà, j'ai trouvé ma bonne tournure de phrase. Je vais boire un petit verre et on va passer à la partie 2 de ce podcast, qui sera plus brève, je vous rassure, la partie sur la santé mentale des créateurs. Donc, dans cette partie consacrée à la santé mentale des créateurs, je voulais aborder, alors il s'avère que c'est une actualité, mais on va là encore donner un petit twist un peu plus global et profond et systémique. Excellente nouvelle que je voulais partager avec vous. Vous savez peut-être que
récemment, il y a eu The Event. Si vous ne connaissez pas The Event, c'est un événement de stream qui se passe sur Twitch, qui est organisé par le streamer Zerator, donc un streamer jeu vidéo, comme beaucoup des gens qui participent à The Event, un événement caritatif où pendant un gros week-end, les streamers, même s'il y a aussi des youtubeurs, parce qu'il y a Joueur du Grenier par exemple qui vient, mais Joueur du Grenier fait aussi du Twitch, donc il y a une symbiose qui s'est construite depuis plusieurs années entre Twitch et YouTube. Je vais pas trop digresser là-dessus, c'est pas le sujet. Mais donc événement avec beaucoup de créateurs de contenu, c'est peut-être la meilleure façon d'en parler là encore, beaucoup de créateurs de contenu qui sont venus pour lever de l'argent pour des associations caritatives. Et pendant The Event, un de ces créateurs, qui pour le coup est vraiment spécialisé Twitch et stream en direct, qui s'appelle Kameto, ce créateur a fait venir sur son live une psy, alors neuropsychologue, pour être précis, coach, pour discuter avec elle de sa tendance à s'énerver pendant les lives, etc., du stress que lui générait finalement son activité. Vous avez un replay intégral du passage, ça fait quand même presque une heure, ça fait 58 minutes, et je vous conseille pas forcément d'aller regarder ça. Voilà, vous trouvez aussi des clips sur YouTube si ça vous intéresse. Là, je veux revenir, c'est que voilà, je vous dis que ça fait une heure, c'est pour vous donner le truc. C'était pas juste quelqu'un qui a passé une tête, qui a siroté une petite gorgée de café et qui est parti. Il y a eu une heure, c'est la durée d'une séance. Il y a des psys chez qui la séance dure moins longtemps, ça peut être 45 minutes. Il y a des coachs chez qui la séance dure beaucoup plus longtemps. À l'époque où je faisais du coaching en développement personnel, je faisais des séances qui allaient parfois jusqu'à 3 heures. Et en tout cas, en général, on visait plutôt 2 heures en général. Mais en gros, c'est une vraie séance. C'est pas juste un happening un peu anecdotique. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça a donné lieu à des clips. On a par exemple ce clip dont le texte de miniature est « À la cité, les psys n'existent pas » et dont le titre est Kameto fait le point sur sa séance avec la psy. Donc là, c'est Kameto qui débriefe la séance quelques jours après. Ça n'a fait que 100 000 vues, mais c'est déjà très bien. Surtout que pendant The Event, il y avait je ne sais pas combien de millions de viewers. Ils ont quand même levé 10 millions d'euros. Donc au passage, bravo à eux. C'est très très cool. Et en fait, c'est très intéressant. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle ? Parce que, en fait, il y a un vrai problème en France avec la santé mentale. Je dis pas ça juste parce que le pays est notoirement réputé pour être un énorme consommateur d'antidépresseurs. Je dis pas non plus ça parce que les délais d'attente parfois sont délirants. Moi, je suis en ce moment dans un processus de faire diagnostiquer quelque chose. J'en parlerai le moment venu. J'ai pas de honte là-dessus, mais j'attends juste d'avoir le diagnostic officiel. Enfin, même si il n'y a pas trop de doutes, quoi. Mais en fait, il y a le process. Je fais une petite parenthèse. En France, il n'y a que les psychiatres, c'est-à-dire les médecins psychiatres, qui peuvent poser un diagnostic mental. Ce qui veut dire que les psychologues, en fait, elles font, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, c'est majoritairement des femmes, les psychologues, elles font, je ne sais pas comment l'expliquer exactement, elles font un travail préventif en quelque sorte, au niveau des... comment dire ? Au niveau de ce qu'on va appeler le pré-diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de ce que vous allez faire diagnostiquer, justement. Si c'est une maladie mentale, par exemple, si c'est pour diagnostiquer que vous êtes schizophrène, bon, on ne va pas vous faire remplir des questionnaires, etc. Mais si c'est pour faire diagnostiquer, par exemple, un trouble du déficit de l'attention ou une appartenance au trouble du spectre autistique, donc être autiste, tout simplement, pour dire les choses de façon simple, et sans prendre de détour, en fait, vous allez vous taper des QCM, etc. Ça prend à peu près 3 heures. Il y a des gens chez qui ça prend plus. Mais voilà, vous allez remplir vos thèses, vous allez passer une demi-journée avec la psy qui va débriefer tout ça, et qui, à l'issue de ces tests, va dire « je pense, mon avis, c'est que a priori, c'est oui, mais maintenant, il faut apporter tous les résultats des tests au psychiatre. »
Eh bien, donc moi j'ai un de ces bilans qui est en attente. Le rendez-vous est booké, etc. Machin. J'ai déjà fait le premier rendez-vous avec la psy pour qu'elle me remette les questionnaires, etc. Il y a un délai de 6 mois d'attente. D'accord. Donc quand je vous parle de la santé mentale en France, euh, comment vous dire qu'il y a plein de choses à dire. Et je précise, pour ceux, j'espère vraiment que ça vous a pas, que ça s'est pas entendu dans la prise de son, mais je crois que je viens de trouver la source du bruit. Voilà. Donc, je suis vraiment navré de ne pas avoir trouvé la source plus tôt. J'espère que ça ne s'entend pas pendant l'enregistrement. Vous vous en foutez peut-être si vous ne l'entendez pas. Et là encore, je vais glisser une petite leçon méta. Quand on crée du contenu, alors là encore, ça dépend où vous en êtes. Et c'est valable au-delà de la création de contenu. C'est valable aussi quand vous parlez en public, par exemple, si vous participez à un colloque, une conférence, que vous faites des séminaires, etc. On est toujours extrêmement critique avec soi-même. Enfin, à moins d'être un psychopathe, un sociopathe ou d'avoir certaines pathologies particulières, on est toujours extrêmement critique. Et dans mon cas, je suis aussi extrêmement critique avec moi. Et là, par exemple, depuis, je sais pas, je dirais 20 minutes, une partie de mon cerveau, alors que je suis en train d'enregistrer le podcast, que je suis en train de vous parler, une partie de mon cerveau consacre son énergie cognitive à se dire « Mais c'est quoi ce putain de bruit ? Pourquoi il y a ce bruit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sonne comme un truc qui bouge, etc. » Bon, apparemment, c'était un bruit qui venait des haut-parleurs de mon PC. Donc ça doit venir d'un des innombrables onglets que j'ai ouverts. Voilà, j'ai juste passé le PC en mute, tout simplement. J'aurais dû y penser plus tôt. Je me sens vraiment très stupide. Et une partie de moi, par exemple, a très peur que ça vous ait gêné pour écouter et profiter de ce podcast. Notamment parce que moi-même, je suis très sensible au bruit. Et du coup, si ça vous gêne pour écouter ce podcast, ça va peut-être vous faire partir avant la fin, etc. Donc c'est mauvais pour la performance du podcast. Voilà, un exemple typique de pensée un petit peu stressante au sujet de comment on performe, alors qu'en fait, en général, les gens s'en foutent. Donc je vais voir au dérochage si vraiment ce bruit est gênant. S'il est gênant, je sortirai quand même le podcast parce que je ne vais pas le réenregistrer. Déjà parce que ça fait 1 heure 8 minutes que j'enregistre. Et aussi parce que tout simplement, c'est un exercice aussi presque thérapeutique de dire, voilà, c'est très imparfait, il y a ce bruit parasite que j'ai laissé advenir, et je vais quand même poster le contenu que j'ai créé. Je ferme cette parenthèse, même si on reste un peu sur la thématique de la santé mentale. Donc je vous disais, en France, il y a un problème catastrophique au niveau de la population. Une des populations qui consomment le plus d'antidépresseurs, notamment parce qu'on leur prescrit des antidépresseurs. Il faut se rappeler que ça ne sort pas de nulle part. C'est pas juste que les gens en demandent. C'est aussi que les psychiatres ont été éduqués comme ça pendant leurs études de médecine. Des délais d'attente délirants, parce que 6 mois pour faire un bilan. Alors dans mon cas, c'est pas pour quelque chose qui donne droit à un traitement. Mais en fait, si je voulais faire diagnostiquer mon trouble du déficit de l'attention, en l'occurrence, je sais déjà que j'en ai un, et j'ai déjà eu confirmation de la part d'une psy qui juste n'a pas le droit de dire « Ah, je pose un diagnostic, etc. » Si vous voulez, il y a une dimension aussi administrative. C'est-à-dire que quand vous êtes diagnostiqué, en l'occurrence d'un trouble du déficit de l'attention, vous pouvez ensuite demander au médecin de vous prescrire des stimulants, de l'adérol, de la ritaline, etc. Donc, qui dit prescription, dit... alors c'est des trucs très contraignants parce que c'est considéré en gros comme un produit dopant. Donc vous ne pouvez aller que dans une seule pharmacie pour l'acheter. Une fois que vous avez été avec votre première ordonnance dans la pharmacie, vous ne pouvez pas changer de pharmacie, ce qui veut dire que quand vous êtes en voyage, si vous partez longtemps, si vous partez 3 mois à l'étranger, vous ne pouvez littéralement pas faire renouveler votre ordonnance. Enfin bref, il y a plein de contraintes. Et donc c'est aussi, quand j'explique que seuls les médecins ont le droit de poser un diagnostic, on pourrait se dire oui, mais c'est parce que c'est la base du métier de médecin que de faire des diagnostics, c'est une question de savoir-faire. Non, c'est pas qu'une question de savoir-faire, parce qu'une psychologue, normalement, elle a 5 ans d'études, elle a un master en psychologie clinique, plus ou moins spécialisé et plus ou moins fumeux, parce qu'il y a des facs qui produisent un enseignement catastrophique. Je le sais, parce que j'ai moi-même, non pas un master, mais une licence de psychologie clinique. Je n'ai pas terminé mon master, donc je ne suis pas psychologue, mais je connais assez bien le sujet, de l'intérieur. Et en fait, une psychologue qui a Bac+5, elle est capable de vous diagnostiquer. Moi, la psy qui m'a vu, au bout d'une demi-heure, on parlait de ce que j'allais faire potentiellement diagnostiquer avec les tests, elle m'a dit, alors par contre, moi je fais pas le TDAH, mais vous devriez vraiment faire le bilan, quoi. Je dis ça, je dis rien, hein, mais de ce que je vois, il n'y a pas trop de doute. Voilà ce que m'a dit la psy, c'était très mignon.
elle se l'est d'autant plus permise, je le donne le contexte pour les gens qui diraient que c'est pas très déontologique de sortir comme ça, ce qui est techniquement un diagnostic à l'oral, un diagnostic informel. Mais en fait, je suis arrivé en lui disant que je savais déjà que j'avais un TDAH. Voilà, ça fait 2 ans que je le sais. Non, un peu moins. Ça fait 1 an que je le sais. Voilà, j'ai 0 doute sur la question en fait. Donc c'est pas un choc pour moi qu'on me dise. Au contraire, c'est plaisant de voir que la psy en 30 minutes a dit oui, vous avez un TDAH, monsieur. Voilà. Mais du coup, quand vous avez 6 mois d'attente pour vous faire diagnostiquer, c'est 6 mois de plus pour avoir peut-être droit à un traitement qui, dans le cas de certaines personnes, va vraiment améliorer leur qualité de vie. Voilà. Donc, il y a plein de problèmes avec la santé mentale en France en général, mais évidemment, vous avez tous déjà entendu parler des burn-out de youtubeurs, ou globalement des burn-out de créateurs, et effectivement, le métier de créateur de contenu, c'est très particulier. Je crois que récemment, il y a Antoine Daniel, qui maintenant ne fait que du Twitch, mais que vous connaissez, ou en tout cas qui s'était fait connaître à l'époque sur YouTube avec sa série What the Cut, dont certains épisodes ont 14 millions de vues quand même. Et encore, c'est pas forcément les plus vus. J'ai pas regardé quel était le plus vu, mais voilà. Les derniers qu'il a sortis chronologiquement tapent les 14 millions. Maintenant, il fait que du Twitch. Ça l'a beaucoup soigné d'une espèce d'angoisse de performance qu'il avait, justement. La pression de faire un contenu qui ne lui ressemblait plus, mais qui était son gagne-pain parce que c'est ce qui marchait, etc. Récemment, il a pris des vacances. Cet été, il a pris des vacances. Et c'était la première fois depuis au moins 2 ans, je crois, voire plus, qu'il prenait des vacances. Pareil, la Kameto dont je m'apprête à vous parler, il explique à la psy, on va y venir, il explique à la psy que il prend des vacances une fois tous les 2 ans parce qu'en fait, tout de même, quand il est en vacances, il s'ennuie. Ça ne lui parle pas. Alors, bien sûr, il y a une problématique de les créateurs de contenu sont des entrepreneurs. Et ça veut dire que ils ont d'une part une pression qui est propre aux entrepreneurs, mais ils ont aussi une personnalité qu'on trouve chez beaucoup d'entrepreneurs, pas chez tous. Il y a des entrepreneurs qui ont une vie de famille très épanouie, qui ne travaillent pas le samedi ni le dimanche, etc. Il y a même des start-upers qui ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Je le précise, pour ceux qui sont dans la culture de faut travailler 7 jours sur 7, du soir au matin, etc. Les gens qui se prennent pour des start-upers de la Silicon Valley, là, si ça vous épanouit, tant mieux. Mais si ça fait payer un tribut dysfonctionnel sur votre vie de famille, sur votre santé, sur vos relations amicales, etc., à un moment, il faut peut-être se remettre en question. Donc, il y a aussi une question de personnalité. Beaucoup d'entrepreneurs, de ce que je vois, sont des... en anglais, il y a un terme que j'aime bien, c'est overachiever. Mais en fait, il est à la fois flatteur et péjoratif. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre comme une personne qui en fait trop. C'est pas juste quelqu'un qui achieve, c'est quelqu'un qui overachieve. Et en même temps, c'est une manière de dire, c'est des gens qui sont... ils se contentent pas de performer, ils surperforment. Parce que c'est comme ça. Alors, ça peut être basé sur de très mauvaises raisons. Si vous écoutez notamment le podcast Modern Wisdom, animé par Chris Williamson, podcast qui est souvent très intéressant en fonction des invités, si vous écoutez ce podcast, vous avez peut-être souvent entendu Chris Williamson dire, en général, les gens qui sont les plus... Là encore, on n'a pas d'équivalent français, donc les plus successful, on n'a pas d'équivalent en termes d'adjectifs. Les gens qui ont le plus de succès dans la vie, les plus grands entrepreneurs du monde, ou les plus grands artistes, ou les plus grands sportifs du monde, sont en général des gens très malheureux, parce que c'est des gens en fait, qui sont très névrosés, et c'est précisément parce qu'ils étaient névrosés que en fait, ils se sont lancés dans cette aventure. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment Jeff Bezos aurait fait Amazon s'il était un mec normal ? Et quand je dis normal, c'est pas un jugement genre sur ses capacités cognitives. Ah ouais, le mec est forcément un génie, etc. Non, c'est globalement sur son état de névrose. Parce que pour avoir ce degré d'ambition, pour avoir ce degré d'acharnement à la tâche, et aussi de sociopathie, personnellement j'aime beaucoup Amazon, mais je pense que il faut pas trop douter le fait qu'il y a des conditions de travail qui sont, dans certains secteurs d'Amazon, digne de la révolution industrielle. Il y a 200 ans, quand les enfants travaillaient à l'usine et se faisaient tuer par des tuyaux de vapeur qui les ébouillantaient. Voilà. J'exagère à peine, mais il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur Amazon, même si moi je suis assez bullish sur l'entreprise en tant que telle. Donc, il y a ce côté où, chez beaucoup d'entrepreneurs, le succès, ou simplement le fait de travailler vers le succès, ça répond
un espèce de vide. Un vide, une souffrance, une angoisse, la peur de ne pas avoir de valeur. On peut trouver plein de nuances, mais souvent ça répond à une névrose. Les gens qui sont des entrepreneurs passionnés sont névrosés parce qu'en fait, moi-même je le vois à ma modeste échelle. Il y a des soirs en semaine où je me dis, bah voilà, j'ai dîné, il est 21h, ça serait l'heure de regarder un film, de regarder une vidéo YouTube pour le plaisir et non pas pour ma veille, de lire un livre sympa, de faire du loisir en fait. Et je me dis, ah mais non, tu peux travailler encore 1 heure sur ta presta actuelle parce que tu gagneras du temps sur demain. Voilà. Et alors, je ne rentre pas dans tous les détails logistiques de ma vie, mais moi je ne me considère pas comme un overachiever. Il s'avère qu'il y a des choses qui m'intéressent et il y a des choses qui ne m'intéressent pas, et c'est la phrase la plus bateau qu'on puisse imaginer. On croirait Morpheus dans Matrix qui dit à Keanu Reeves, qui dit à Neo, certaines choses changent, certaines choses ne changent pas. Alors, il ne le dit pas à Neo, il le dit à quelqu'un, à Zion, je crois. Mais en vérité, au-delà de cette banalité, le truc c'est que en fait, les sujets qui m'intéressent, enfin mon travail m'intéresse quoi. Je ne peux pas dire que mon travail est un loisir, c'est très stressant parfois. Et le simple fait de savoir qu'on le fait par obligation, écrire un script de vidéo YouTube le dimanche en parallèle de votre vie normale, professionnelle ou scolaire, c'est une chose. Écrire un script YouTube parce que vous êtes payé pour ça et que vous devez de toute manière le rendre et que vous voulez que la vidéo elle cartonne, etc. Ça n'a pas la même coloration psychologique. Que vous le fassiez le dimanche ou le lundi soir, finalement, c'est pas la question. Et donc là où je veux en venir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a pas mal d'intérêts, mais c'est toujours des intérêts. C'est pas des intérêts passifs. C'est-à-dire que moi, sur mon temps libre, quand je m'occupe pas de YouTube, bah, je fais un podcast qui parle de littérature. Alors oui, ça implique de lire, mais ça implique aussi de faire un plan pour mon podcast. C'est plus structuré que ce que je fais là présentement. Ça implique de prendre des notes, de préparer, de faire des recherches, de faire des traductions. C'est du taf, en fait. C'est du taf de faire mon podcast qui parle de littérature. Mais il s'avère que c'est le genre de loisir que j'ai. Et récemment, moi-même, j'ai pris une semaine de vacances là cet été. Et comme je sentais que j'étais très fatigué physiquement, promis après on va reparler de Kameto. Comme je sentais que j'étais très fatigué physiquement, je me suis dit, il ne faut pas que tu partes sur d'autres projets de création, etc. Il faut que tu fasses vraiment, tu regardes des films, tu chill. Alors oui, j'ai regardé quelques films, mais pas tant que ça. Et j'ai joué à des jeux vidéo. Et en fait, j'en ai ressenti un immense malaise. J'ai notamment joué, pour ceux qui connaissent, à The Witcher 2, alors qui est très très intéressant en termes de storytelling. C'est très bien écrit, c'est vraiment du très bon world building, c'est très intéressant de voir comment on va caractériser des personnages qui ont peu de dialogue, parce que c'est un jeu. Et oui, c'est considéré comme un jeu de rôle, donc voilà, il y a justement de la construction d'univers et de la construction d'histoire, mais le but c'est d'explorer, de faire du loot, de cliquer partout, voilà, dans des beaux décors, face à des monstres épiques, etc. Et de coucher aussi avec les prostituées du jeu, puisqu'on peut coucher avec les prostituées dans The Witcher, c'était très amusant. Mais le problème, c'est que même si j'étais vraiment, je ne vais pas dire émerveillé, mais admiratif en tout cas des graphismes, des décors notamment, parce qu'il y a beaucoup de décors naturels, des forêts, des montagnes. Moi qui suis un grand amoureux de la nature, je trouvais ça très réussi. Je trouvais aussi que c'était très bien écrit, comme je viens d'expliquer, mais à la fin de ma semaine, j'ai eu presque honte parce que j'avais rien fait. Parce que chaque heure que j'avais passée sur The Witcher, pour soi-disant me reposer, soi-disant me détendre, en fait, c'est, comment dire, c'était du temps perdu, en fait. Et je le répète, je n'estime pas être un overachiever. Donc voilà. Pour en revenir à Kameto, où il explique notamment à la psy qui ne prend pas de vacances, j'ai un peu digressé sur le niveau de stress des entrepreneurs et donc des créateurs de contenu pour les caractériser comme une espèce un peu à part au sein d'un paysage français qui est déjà sinistré en termes de santé mentale. Et donc la bonne nouvelle, c'est justement que Kameto a fait venir cette psy pendant The Event. Alors du coup, c'est pas vraiment une séance de psy, c'est pas une séance de psychothérapie, c'est plus du coaching, je dirais, même si elle lui explique aussi des concepts, les biais cognitifs, etc. Mais disons que pour une séance de psy, elle parle beaucoup. Normalement, quand vous allez voir un psy, c'est vous, le patient, qui parlez 80% du temps. Voilà.
Donc là, c'est plus de la vulgarisation, on va dire une séance découverte, puisqu'elle a bien sûr conscience qu'il y a un public qui regarde, elle est à The Event, il y a des millions de gens qui regardent. Donc elle s'adapte à ce contexte, et elle explique bien d'ailleurs au départ la différence, le fait que normalement, la psy, elle va vous recevoir dans son cabinet. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait que cette séance ait eu lieu pendant The Event, d'une part, et ensuite ait été débriefée par Kameto sur sa chaîne, et que le débrief ait été clippé, et que le débrief est fait... c'est court, hein, le débrief c'est 3 minutes, où il dit qu'il va consulter, etc., ça fasse 100 000 vues. Je trouve que c'est une graine. Bien sûr, c'est pas comparable avec Inoxtag et ses 32 millions de vues, mais c'est une graine de progrès vers une meilleure conscientisation des enjeux de santé mentale chez les créateurs de contenu, que ce soit des streamers sur Twitch ou sur Kick, que ce soit des youtubeurs qui font que ça. C'est un peu le cœur de mon expertise YouTube, hein, je le répète, mais si vous faites votre business sur Instagram, tant mieux pour vous les gars. Moi je ne connais pas Instagram, j'ai un compte, j'ai plusieurs comptes même, mais moi je n'utilise pas Instagram pour mon plaisir, ni pour ma veille, je n'ai aucune expertise sur Instagram. Voilà, mais évidemment c'est différent de publier des messages textuels sur Instagram ou de faire des vidéos, et c'est différent de faire du TikTok que des vidéos longues YouTube, etc. Il y a plein de nuances en fonction du modèle économique que vous avez, mais il y a un vrai enjeu de santé mentale en France, et en particulier chez les créateurs, pour les raisons que j'ai expliquées. La pression très particulière de ce métier, le fait aussi que ce métier est fait par beaucoup des gens jeunes. Et là, je voudrais pas avoir l'air de faire de l'agisme et de dire que les vieux, ils sont plus au courant. En fait, voilà, quand on parle de la quantité de Français qui sont sous antidépresseurs, ça inclut beaucoup de cadres de quadragénaires et quinquagénaires. C'est pas que forcément l'âge va rendre les gens plus sages ou plus conscients de leurs défis psychologiques, mais c'est que quand vous avez 50 ans, vous avez plus de chances d'avoir fait une crise de milieu de vie, d'avoir connu un divorce, d'avoir fait une dépression, d'avoir fait un burn-out, etc., qui peut-être, je dis bien peut-être, a été la porte d'entrée vers la psychothérapie et l'accompagnement. Peut-être, hein, c'est important. Le peut-être est important. Alors que quand vous avez... Alors Kameto, je crois qu'il approche de la trentaine, je crois qu'il a 29 ans. Mais je connais des créateurs de contenu, on parlait d'Inoxtag qui n'a que 22 ans. On boucle un peu, mais il y a beaucoup de gens qui se sont moqués des espèces de pseudo-leçons de vie que Inoxtag tire les phrases un peu toutes faites qui sorties d'un manga ou d'un discours de coaching motivationnel une fois qu'il est au sommet de l'Everest. Mais le gars, il a 22 ans. Donc évidemment que selon votre parcours de vie, selon la quantité de livres ou de podcasts que vous écoutez et votre culture, je dirais psychologique, oui, ça peut vous paraître un peu pété. Mais le mec a 22 ans. Vous étiez où à 22 ans ? Moi, à 22 ans, je sortais de mon stage en hôpital psychiatrique pour ma licence de psychologie clinique, je consommais du cannabis, j'étais malheureux en amour, j'avais pas d'argent, excusez-moi. C'est facile de critiquer Inoxtag qui découvre la vie. Donc je pense que le fait que les créateurs de contenu, même s'il y en a qui vieillissent, Jour du Grenier, je crois qu'on a quasiment le même âge, donc il a 42, 43, quelque chose comme ça, c'est un autre parcours. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de créateurs qui sont jeunes, c'est un truc qui joue, et plus globalement, le fait aussi que, j'ai vu ça d'ailleurs dans un commentaire qui disait c'est vraiment très bien, voilà, merci pour ça. Donc toujours au niveau de la séance de psy, entre guillemets séance, de Kameto en live pendant The Event, quelqu'un qui dit merci pour ça, c'est tellement courageux de faire ça en stream, et tellement important de parler de santé mentale, surtout à des hommes. Alors, je ne veux pas déterrer l'âge de guerre entre les supposés sexes, en tout cas chez les hétéro-cis, mais il est vrai que, de même que la littérature de fiction est majoritairement consommée par des femmes, la psychologie, si j'étais méchant, je dirais la psychologie de comptoir, est majoritairement consommée par des femmes. La majorité des psychologues sont des femmes. Moi, je l'ai vu à la fac. Vraiment, je ne sais pas combien on était en première année en amphi. On était au moins 200. Et les hommes se comptaient,
il y avait une quinzaine d'hommes, quoi. Et vous le voyez quand vous cherchez un psy pour vous accompagner. Alors moi personnellement, ma première psychothérapie, parce que j'en ai fait une, c'était entre 2007 et 2010, si je dis pas de bêtises, j'ai fait 3 ans de psychothérapie avec une psychologue clinicienne, et à l'époque je ne créais pas de contenu, hein. C'était une femme, et je m'en fous que ça soit une femme, enfin moi ça me pose pas de problème pour me faire accompagner. La psychologue que je vais voir pour mes bilans, pour le pré-diagnostic potentiel, c'est une femme. Je m'en fous que ça soit une femme, ça me pose pas de problème. Et entre ces deux psys-là, j'ai brièvement fait quelques séances avec un homme, et ça me dérangeait pas que ça soit un homme. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est la compétence des gens, en fait. Mais là encore, il y a une question d'âge, une question de parcours. Moi, j'ai fait des études de psychologie clinique, donc j'ai un regard un peu différent. Ça me fait moins peur. Je sais qu'aller chez le psy, c'est pas que pour les fous ou pour les malades mentaux. Et je sais qu'on peut être un malade mental sans que ça soit être fou au sens être stupide ou être méchant, etc. Faire des choses dangereuses, etc. La maladie mentale, elle a plein de visages. Les troubles, on parle aussi de beaucoup de troubles. On parle justement du trouble de déficit de l'attention. C'est un disorder, c'est pas une maladie. On peut dire oui, mais c'est chronique. Une fois que tu l'as, tu peux basiquement pas en guérir, et c'est en partie génétique. Enfin bref, en gros, oui, c'est une maladie chronique, quoi. C'est un trouble, mais c'est une maladie chronique, quoi. On peut le voir de plein de manières. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur d'aller chez les psys, parce que ça a cette connotation, si tu vas chez le psy, tu es fou. Tu es un malade mental, dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens argotique des Jones. « Oh ouais, mec, t'es un malade et tout. » Non, non. Tu n'es pas maître de toi-même. Je rappelle que avant les hôpitaux psychiatriques, on parlait des... le terme m'échappe, mais on aliénait les gens. D'ailleurs, je crois que c'était longtemps le terme anglais, on parlait d'aliéniste pour l'ancêtre des psychiatres. Oui, on parlait d'asile d'aliéné. Voilà, j'ai retrouvé mon expression. Un aliéné, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui est étranger à lui-même. C'est comme Alien, vous savez, le xénomorphe dans l'espace, ou Sting qui chante I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Voilà, c'est un étranger, et donc être aliéné, c'est être étranger à soi-même. Sous-entendu, lorsque vous devenez fou, pour ceux qui deviendraient fous, et qui ne seraient pas de naissance, vous devenez une personne autre que vous-même. Sauf que, je suis désolé, le mec qui est schizophrène et qui déclare sa schizophrénie à 30 ans, le schizophrène, c'est lui. Enfin, il n'est pas quelqu'un d'autre, en fait. Il peut avoir l'air d'être quelqu'un d'autre par rapport à la personne que vous avez connue. Parce que oui, pour ses proches, pour les gens qui l'ont vu avant que la schizophrénie se révèle, c'est plus la même personne. Mais en fait, je suis désolé, c'est toujours la même personne. Hein. C'est le même cerveau dans le même corps. Voilà, même si le fonctionnement est altéré. Donc, il y a cette image vraiment catastrophique des psys, et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour le bien-être des créateurs. Et le bien-être, là, ça peut paraître un petit peu un problème de riche, mais en fait, c'est intimement lié à la carrière. Parce que si vous êtes dépressif, si vous faites un burn-out, c'est deux choses différentes, hein, la dépression et le burn-out. Si vous faites un burn-out au bout de 3 années de YouTube, ou 3 années de Twitch, alors si vous faites partie des plus gros, en 3 années, vous avez normalement les économies pour vivre 10 ans. Je caricature. Hein. J'y vais un peu, vraiment, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Mais si vous êtes quelqu'un qui vit à peine de sa création de contenu, qui en vit vraiment, mais pas beaucoup, qui fait pas beaucoup de bénéfices tous les mois, etc., une fois qu'on a compté les frais et même le minimum à vivre en termes de loyer, etc., je rappelle que par définition, un créateur de contenu, c'est un travailleur indépendant ou un entrepreneur. On n'a pas la sécurité des salariés et des fonctionnaires. Donc, demain, vous passez 6 semaines sans streamer, ou sans faire de podcast, ou sans publier sur YouTube, parce que vous faites un burn-out, ça pose des gros problèmes économiques pour votre vie, pour votre famille, pour en tout cas votre entourage, voire pour votre survie dans certains cas, pour votre dignité, parce que l'argent, c'est la dignité. Moi, c'est un hot take, apprendre ou à laisser, je pense que l'argent, c'est la dignité. Mais je dis ça parce que j'ai connu la pauvreté aussi dans mon jeune temps. Donc, voilà. Donc, il y a un enjeu économique direct, et du coup, un enjeu aussi sur est-ce que vous allez pouvoir
reprendre votre carrière. En gros, combien de temps va durer le burn-out et quelles séquelles il va vous laisser. Parce que le problème des burn-out aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens à qui ça laisse des séquelles. Tout ça pour dire que je pense que c'est super important pour le bien-être, effectivement, mais le bien-être n'est pas un luxe. D'ailleurs, c'est peut-être pas bien-être le terme, c'est juste la santé. Être en bonne santé. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas, je suis peut-être biaisé parce que j'écoute des podcasts d'obsédés de l'optimisation de soi, de la Silicon Valley. Je pense par exemple au podcast d'Andrew Huberman, si vous connaissez. Donc évidemment que moi je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon sport, je fais attention à mon sommeil, et ça me paraît juste évident, et je pars du principe que la plupart des entrepreneurs français, en tout cas les entrepreneurs web natifs, dans lesquels j'inclus les créateurs, devraient faire attention à ça, mais en vérité, quand je vois la quantité de gens qui ne sont pas capables d'écouter des podcasts en anglais parce qu'ils n'ont pas le niveau de langue pour écouter un podcast en anglais, je ne suis pas sûr que cette culture de l'optimisation de soi, elle soit vraiment beaucoup arrivée en France, même s'il y a des gens, je pense à Yomi Denzel qui parle souvent de ce genre de choses dans son podcast Sans permission, avec l'inénarrable Oussama Ammar. Donc oui, on a en quelque sorte des porte-paroles du fait de faire attention à sa santé physique et mentale. D'ailleurs, Yomi Denzel avait fait une vidéo il y a quelques mois pour dire qu'il avait souffert de dépression, alors je crois que c'était en 2023 ou 2022, mais il y a peu de temps avant la vidéo en question, il expliquait qu'il avait traversé une grosse période de dépressive, je pense qu'on peut le dire. Donc le discours passe plus ou moins. Mais en fait, c'est pas parce que ça vous paraît évident qu'il faut prendre soin de sa santé que ça l'est pour tout le monde, et il y a beaucoup de gens qui font ça pour la santé physique, mais pas pour la santé mentale. Ou alors, des gens pour qui prendre soin de sa santé mentale se limite à faire du sport. Parce que oui, on sait que le sport, c'est très bon pour la santé mentale, mais c'est pas tout, c'est pas l'alpha et l'oméga. Si vous avez des relations toxiques, si vous avez des traumatismes, si vous avez un trouble du déficit de l'attention, si vous avez des troubles compulsifs, et là encore, je vais vous donner un exemple de créateur. Je pense à Jean-Baptiste de la chaîne Jean-Baptiste Show, que vous ne connaissez pas forcément parce que c'est une chaîne de jeux vidéo qui traite pas mal d'actu jeux vidéo, même s'il fait aussi un petit peu ce qu'on pourrait appeler des vidéos essais, en tout cas des tests créés un peu comme des vidéos essais. Il avait sorti une vidéo récemment, je dis récemment, j'ai plus la date exacte, mais je pense que c'était dans le courant de l'année 2024, où il confiait qu'il avait des gros problèmes parce qu'il avait je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est des dizaines de scripts qui dorment dans ses placards, soit des scripts qu'il a écrits mais qu'il n'enregistre pas parce qu'il trouve que c'est pas assez bon, soit qu'il n'arrive pas à finir, soit même des vidéos qui ont été enregistrées et le montage est stoppé parce qu'il trouve que c'est pas assez bon. En gros, pour le dire très simplement, il a un problème de perfectionnisme pathologique. Et c'est pas un jugement quand je le dis, c'est juste qu'à ce niveau-là, c'est pathologique. Et je me permets d'autant plus de dire que moi aussi, j'ai par moments ce genre de problème. C'est ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. D'accord ? C'est une compulsion et c'est un trouble obsessionnel. Et souvent, les gens pensent que l'obsession, c'est juste vouloir que les choses soient bien rangées, c'est se laver plusieurs fois les mains, etc. Ça peut être ça, mais c'est aussi des pensées intrusives, c'est aussi des pensées obsessionnelles. Bref, je ne vous fais pas tout le détail de ce qu'est le trouble obsessionnel, mais le perfectionnisme pathologique en fait partie. Et Jean-Baptiste, alors, il explique à mots couverts dans sa vidéo qu'il se fait accompagner par un psy, mais fondamentalement, c'est effectivement quelque chose que si vous essayez pas de contenir le phénomène, ça peut vous pourrir la vie. Dans son cas, c'est énormément de souffrance, et je ne fais que dire, que m'appuyer sur ce qu'il a dit publiquement. Je ne connais pas Jean-Baptiste en privé, donc j'en ai pas parlé avec lui, je suis pas en train de révéler des choses sur sa vie privée. C'est une grande souffrance, et c'est un problème pour sa pipeline de production. Oui, je sais qu'on dit un pipeline, mais voilà, j'ai tendance à employer pipeline au féminin. C'est un truc qui va niquer votre productivité. Voilà, il faut le savoir. Donc, je trouvais ça vraiment super cool que Kameto ait fait venir cette psy pendant le direct, parce qu'en termes de vulgarisation, c'est extraordinaire. En plus, Kameto, il a un public qui est jeune, il a un public de gamers. Je ne veux pas mettre tous les gamers dans le même sac, mais il y a une partie de ce public qui est très, qui est peut-être un peu jeune et qui ne s'est pas encore sorti de certains clichés, notamment sur ce qu'est ou pas la masculinité, et aller chez un psy, c'est ultra honteux pour ces gens-là,
ça l'est encore aussi pour des gens des anciennes générations, hein, je le répète. C'est honteux pour beaucoup de monde, basiquement, mais je pense vraiment que vu le prestige de Kameto, parce qu'il n'est pas juste un streamer à succès, il est aussi directeur, je crois que le terme c'est président d'une équipe e-sport, hein, il est président d'une équipe de League of Legends, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est aussi président de la team, d'une team qui fait c'est Team Rocket League. Bref, c'est quelqu'un qui est aussi un professionnel de l'e-sport, c'est un businessman de l'e-sport, donc il a vraiment une aura importante pour son public. Et je trouve ça vraiment super qu'il ait fait venir cette psy, qu'il en ait parlé avec elle, qu'il en reparle sur ses streams, et en fait qu'il contribue à banaliser le fait d'aller consulter un psy. Et c'était donc la partie du podcast que je voulais consacrer à la santé mentale des créateurs. Juste une note un peu business pour finir. C'est aux États-Unis, en tout cas dans l'anglosphère, la thérapie des créateurs, c'est en train de devenir quelque chose. Et il y a un YouTuber, enfin, disons un créateur, mais je crois qu'il fait surtout du Twitch et du YouTube, et c'est peut-être même pas du Twitch, je crois que c'est peut-être ses lives payants sur Discord, quelque chose comme ça. Donc la chaîne s'appelle Healthy Gamer, donc joueur en bonne santé. Le créateur en question, businessman des enfers, psychiatre diplômé de Harvard, c'est Dr. K. Alors on l'appelle Dr. K parce qu'en fait il a un nom indien que je n'ai pas retenu, je crois que c'est Kyoji, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ça m'embête un peu d'écorcher son nom. Donc je vais vous le retrouver normalement rapidement. Si ma fenêtre veut bien fonctionner, parce que j'ai 2 navigateurs, c'est un peu le méga bordel. Hop. Dr. K, on a la petite présentation. Ah là, ça m'agace. About. Tac. Kanojia. Alors en fait, je sais même pas comment ça se prononce, donc j'ai passé 2 minutes à chercher l'orthographe. Donc c'est K-A-N-O-J-I-A. Kanoya, je sais pas comment ça se prononce, c'est d'origine indienne ou pakistanaise, mais en tout cas voilà. On est sur l'Asie du Sud-Est. Dr. K, donc, qui s'est positionné sur le créneau. Je pense qu'au départ, il ciblait pas d'ailleurs spécialement les créateurs, il ciblait juste les joueurs. Il ciblait vraiment les gens qui jouent aux jeux vidéo, parce que c'est un positionnement marketing qui existe, hein, notamment pour vendre du coaching, c'est de dire « Ah, vous êtes accro aux jeux vidéo, bah voilà, moi je suis coach pour les gens qui sont accros aux jeux vidéo, etc. » Ce genre de choses. Au final, il a commencé par inviter sur son stream des créateurs, des youtubeurs, des streamers pour parler avec eux. Et en fait, je pense que ça a été un pivot. J'ai pas analysé l'intégralité de sa carrière, je voulais juste vous passer le tips que c'est un truc qui est en train de se développer. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas psy, ou si vous avez eu votre diplôme de coaching dans une pochette surprise, merci de ne pas vous positionner sur le créneau. On a besoin de gens sérieux. Non, parce que dans le coaching, moi j'ai fait du coaching, j'ai vendu du coaching quand je suis arrivé sur YouTube, mais déjà en ayant suivi pas mal de formations et surtout en ayant ce parcours de psychologie clinique et même en ayant tout ce background, c'est dur d'être un bon coach. Voilà, je préfère vous le dire, c'est très très dur d'être un bon coach. C'est beaucoup plus simple en fait d'être un bon auteur de vidéos YouTube ou un bon monteur ou un bon graphiste que d'être un bon coach, parce que dans le coaching il y a toujours la résistance potentielle de votre client qui en fait a un rapport ambigu, ce qu'on appelle en fait en termes techniques de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il vient parce qu'il a envie de changer, mais il y a la moitié de son cerveau qui ne veut pas changer, parce que cette moitié-là, elle est habituée, parce qu'elle a des raisons de fonctionner comme elle fonctionne. Et donc c'est très très difficile de bien coacher les gens et de les amener à vraiment évoluer. Et la psychothérapie aussi, pareil, c'est pas facile. Je rappelle que la psychothérapie est quelque chose qui est encadré légalement en France, hein, à mon avis en Belgique et en Suisse aussi d'ailleurs, mais en gros, c'est un créneau sur lequel tout le monde ne pourra pas se positionner, mais je pense que la psy là, qui a été invitée par Kameto, je ne sais pas comment elle a eu le contact et tout, comment lui l'a choisi, mais là demain elle peut ouvrir une practice, un cabinet virtuel ou physique entièrement dédié aux streamers, etc. Voilà, il va y avoir un besoin, et c'est déjà un marché sur donc le marché anglophone, puisque parmi les coachings que propose Dr. K, avec son équipe de coach, hein, c'est pas lui qui coach évidemment, il n'a pas le temps, on a des forfaits, ce qu'ils appellent le personal, hein,
juste vous et votre coach, c'est 55$ par session. Par contre, il faut en prendre 20, hein, donc c'est plus de 1000 € de budget. On a un coach de carrière. C'est pas spécialement orienté créateur, ça peut être donc n'importe qui, hein. C'est 75$, donc on voit que c'est plus cher déjà. Toujours à 20 sessions obligatoires, c'est le cas pour tous les packs qu'ils proposent. Et après, on a ce qui est appelé le creator coaching. Et donc, on voit que ça met l'accent justement sur... Alors, je ne sais pas exactement s'il mélange le côté plus psychothérapeutique. Le coaching n'est pas une psychothérapie, mais vous voyez ce que je veux dire. Le côté basé sur de la science, sur les mécanismes psychiques, et un côté plus peut-être coach de stratégie de contenu, je ne sais pas. C'est 120$ par session et il faut en prendre un pack de 20. Donc là, on est sur un budget d'à peu près 2000$. Voilà, je pense que ça joue. Non, ok, c'est pas de la stratégie, c'est vraiment sur la qualité de vie, puisque c'est marqué, en fait, un support confidentiel pour vous aider à trouver l'équilibre entre la création et la vie. Hein, donc clairement, tout simplement, la création de contenu et la vie. On est sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur lequel est aussi en train de se positionner Hugo Décrypte avec son média Élan. Alors pas sous l'angle du coaching, mais sur l'angle des tips pour bien gérer votre carrière, etc. Voilà. Mais pour rester sur l'aspect créateur, Dr. K s'est positionné sur le truc, c'est un move ultra intelligent et ça répond à un besoin. Alors, je ne sais pas quelle est la qualité de ces programmes, je ne les ai pas testés personnellement, mais je pense que ça va s'importer en France. Et je pense que c'est bien. Il faut juste qu'on ait des professionnels compétents, parce que dès que quelqu'un se dit « Ah ouais, on va faire de l'argent facile, machin, nanana », on tombe toujours sur Jean-Michel opportuniste, Jean-Michel marketeux qui se dit « Ah, je vais faire un truc vite fait, mal fait. J'ai été freelance pendant 3 mois, mais je vais faire une formation pour apprendre aux gens à être freelance. » Voilà, les intéressés ne se reconnaîtront pas, car ils n'écouteront pas ce podcast, je l'espère. Mais voilà, avec des psys de qualité, ou même des coachs, mais des psys, ce serait bien en fait. Parce que c'est pas le même travail, et un coach n'a pas le droit de faire de la psychothérapie. Sauf s'il est lui-même titulaire d'un master en psychologie. Donc voilà. Et il y a un marché qui arrive, et c'était donc, je trouve, vraiment une très bonne nouvelle. Je ne vais pas appeler ça la bonne nouvelle de la semaine, parce que ce podcast, à mon avis, sortira une fois par mois. C'est la fréquence que je me fixe pour l'instant. On va déjà voir si le bruit parasite de tout à l'heure n'est pas trop perturbant pour l'écoute. Vous me ferez vos retours. Alors pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez me faire vos retours dans l'espace commentaire. Pour ceux qui vont écouter ce podcast sur les plateformes de podcast, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn si vous voulez me faire un retour, puisque il y a très peu d'applis de podcast sur lesquels on peut faire des commentaires épisode par épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je ne pensais pas que je parlerais pendant 1h44. Je suis très content pour ma part, parce que j'aime les podcasts longs. Ça correspond au contenu que j'ai envie d'écouter. J'espère que mes digressions étaient intéressantes. J'espère que la structure était quand même fluide et simple à comprendre. Et j'espère que je vous ai bien sûr apporté de la valeur en démystifiant en partie la création de contenu. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.